Tu as cru à l'esprit fraternel des films. Mais le grand frère t'a finalement envoyé dans le monde apocalyptique. La prison des morts, la plus terrifiante. Tu pensais que tu quitterais ce monde pour toujours. Mais il ne savait pas que vous avez accidentellement obtenu le sang de l'ancêtre démon et êtes devenu un éveillé. Et à partir de là, tu as créé le dragon démon, le tigre maléfique, et la légende de Je suis le roi après la tombée de la nuit. En ce moment, vous êtes sous la garde de 5 gardiens de prison, marchant lentement dans la prison. Une dizaine de jeunes de ton âge se tenaient en rang et faisaient une révérence pour t'accueillir, s'écriant en chœur frère tigre. Tu t'appelles petit tigre blanc. Il y a 15 jours, Yang le fou, qui vient de sortir de prison, convoite le territoire de votre patron, Lao 11e. Ton vieux boss, peureux et prudent, a directement pris la fuite, laissant tous les problèmes à gérer. Pour préserver l'honneur de son boss, tu es allé seul négocier avec le fou Yang. Finalement, Yang le fou est mort chez lui. Mais personne ne s'attendait à ce que la première chose que ton boss fasse en revenant soit c'est vous livrer pour apaiser la colère de ceux qui soutiennent Yang le fou. Et il se trouve que Yang le fou a déjà purgé sa peine ici. La plupart des prisonniers à l'intérieur sont des frères de Yang le fou. Une tempête de sang et d'horreur est inévitable. Vieux Yang, viens prendre le nouveau. Le garde de prison a crié. Un homme portant un long manteau de coton jaune avec une barbe de 3 jours avançait avec un sourire. La prison de l'Apocalypse. En raison d'un manque de personnel, ils utilisent la méthode où les prisonniers gèrent les prisonniers. Tu lèves légèrement la tête. Tes yeux portent une intention meurtrière à peine perceptible. C'est entre tes mains. Ce garce-là doit être exécuté le 1er du mois prochain. Ne le laisse pas causer des problèmes. Et ne laisse personne le maltraiter. Après avoir donné ce conseil, le garde de prison a rentré son cou, a allumé une cigarette et est parti rapidement. Petit tigre blanc. Le vieux mâle des rues Hong-San est ton boss. Vieux Yang fouille dans la poche de son manteau et sort un paquet de tabac. Il l'enroule dans du papier et l'allume. Avant c'était le cas. Maintenant ce n'est plus le cas. Des flocons de neige pendent à tes cils, ton regard est perçant, ne cachant absolument pas l'aura meurtrière qui l'entoure. C'est Yang le fou que tu as tué. Vieux Yang crache un gros glavio, le regard glacial. Tu hausses légèrement les sourcils. Le coin de tes lèvres se courbe avec amusement. Le vieux maître veut prendre sa défense. Tu sais que le fou est un de mes frères de sang? Le petit frère du vieux Yang, qui a une vingtaine d'années, s'est lentement approché de toi. Au loin, le gardien qui s'occupe de ta garde jette un coup d'œil au terrain de jeu. Il ferme la grande porte en fer sans se soucier du tout. Les petits frères à tes côtés te protègent silencieusement au centre. Frère tigre. Yang le fou purguait sa peine dans la prison des morts. La plupart des grands ici sont ses frères. Un petit voyou maigre avec le crâne rasé a doucement présenté. Tu lèves froidement les menottes à la main. Tu t'adresses à Lao Yang en souriant. Ancien, es-tu encore capable de brandir un couteau? Ce dernier fronce légèrement les sourcils face à ta provocation. En tant que chef d'un côté de la prison, Lao Yang a vu trop de prisonniers. Tu es vraiment rare avec ta vantardise sans limite. Jeune homme. Être féroce à l'extérieur ne sert à rien. Ici, si tu es un dragon, tu dois te replier. Si tu es un tigre, tu dois te coucher. Lao Yang enfonce son doigt dans ta poitrine, l'intention menaçante très claire. Voici ce qu'on va faire. Donne-moi 200 000. Puis, devant tous les frères, fais-moi 3 prosternations bruyantes. Je te laisserai vivre jusqu'au jour de ton exécution. Lao Yang a l'air sûr de lui face à toi. Les différents chefs autour regardent le spectacle. Ils jettent également des regards moqueurs. Il n'y a pas d'argent. Sinon, pourquoi ne pas essayer de me toucher? Tu tires la cigarette de la bouche de Lao Yang. Ancien. Dans la ville de glace, des centaines de milliers de personnes meurent chaque année, votre famille ne fera pas exception. Tu es connu pour être impitoyable. Tu n'as vraiment pas peur de Lao Yang. Lao Yang ne s'attendait pas à ce que tu réagisses aussi violemment. Tu me menaces. Tu ne peux vraiment pas te permettre de ne pas payer ça. Je te garantis que tu ne survivras pas 3 jours en prison. Je suis entré. Le vieux est encore dehors. Si vous avez du cran, tuez-moi ici dans la cellule. Tu ne t'accroches plus et tu t'en vas. Le visage de Lao Yang est changeant. Ton regard dévorant me met un peu mal à l'aise. Bien que tu ne sois pas au niveau des grands du milieu. Mais tu ne peux pas ignorer ce gamin qui agit sans réfléchir. Toi et Lao Ju êtes les plus téméraires de la nouvelle génération de la famille Bing. Écarte-toi. Vous levez les yeux vers le petit voyou Lao Yang, qui est encore plus grand que vous d'une tête. Ce dernier se redresse et regarde l'autre avec défi. Tu recules d'un pas pour te décaler. Un petit frère sec à côté de toi, sans dire un mot, sort une brosse à dents aiguisée et la plante directement dans l'abdomen du costaud. Le frère Lao Yang se met instantanément à se battre avec ton frère. Ne bougez pas du tout. Tes autres frères sortent en même temps divers objets cachés sur eux. Vieux sage, le monde a changé. Ce n'est pas parce qu'on traîne longtemps qu'on a de la réputation. Chaque jour, j'envoie un gamin dans la prison des morts. Si je viens te tuer tous les jours, combien de fois peux-tu échapper à cela? Tu jettes ton mégot en affichant un regard plein de mépris. Bien que les petits frères autour aient tous l'air maigres. Mais la férocité dans leurs yeux ne peut pas être feinte. C'est un regard qui sait vraiment tuer. Le vieux Ju n'est pas encore mort, tu veux jouer avec moi? Tu as des parents? Non. Tu as une femme et des enfants, n'est-ce pas? Vieux sage. Crois-le ou non, je te le dis. Demain, tu pourras demander un congé pour aller aux funérailles. Face à des dizaines de personnes, tu n'as pas peur, au contraire, tu es légèrement excité. En revanche, du côté de Lao Yang, il pense d'abord à épuiser le petit tigre blanc. La plupart des gens n'ont pas d'armes. C'est la fin du monde. Mais il n'y a pas autant de médicaments.
Si tu es blessé en prison, tu attends en gros la mort. Lao Yang te fixe d'un regard glacial. La situation avec le tigre est devenue sérieuse maintenant. Il poignarde quelqu'un dès qu'il le voit. Les frères de Lao Yang se frottent les mains, jurant de se venger. Que fais-tu? Qui a fait ça? Une dizaine de gardiens de prison dispersent la foule. Le chef des gardiens, un vieux homme bedonnant, a une arme à la taille. Lao Yang voit le vieux gardien. Son visage change légèrement, il semble un peu craintif. Que veut dire Zhu Jie? La gestion des prisonniers par les prisonniers est une règle non écrite en prison. La manœuvre de Zhu Jie enfreint clairement les règles. Je n'ai pas besoin de te rendre des comptes pour ce que je fais. Zhu Jie pointe son doigt sur la poitrine de Lao Yang. Sinon, tu peux devenir le directeur de la prison. Peu importe à quel point Lao Yang est dur en prison, il reste juste un prisonnier. Il ne faut pas vraiment s'opposer aux gardiens de prison. Il a souri froidement en te désignant du doigt. Apparemment, tu as Zhu Jie comme soutien. On se reverra. Si tu ne meurs pas dans les 3 jours, je prendrai ton nom. Je t'attends. Tu es impitoyable et ne parles pas beaucoup. En désignant Lao Yang. Ne me déçois pas, vieux maître. Une fois que Lao Yang est parti, Zhu Jie a finalement poussé un soupir. Je t'ai déjà dit de ne pas provoquer de problème. Tu as regardé Zhu Jie avec gratitude sans en dire plus. Vous êtes de vieux amis. Ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Zhu Jie a donné un conseil. Compris. Tu as répondu en agitant la main. Un petit frère a retiré sa veste et te l'a mise sur les épaules. Tu as marché sur le corps du grand homme au sol en entrant dans la cellule. Les cellules de la prison sont divisées en de nombreux petits groupes. La cellule de tes frères est située dans tout le bâtiment. La position la plus ensoleillée au 2e étage de la cellule. C'est aussi la seule pièce de tout l'étage qui reçoit parfois le soleil. Cela montre clairement la force de ce groupe de jeunes frères. En fait, il y a une chose. Les petits frères, vous me regardez, je vous regarde. Après un moment d'hésitation, ils ont enfin chuchoté un rapport. Hier, Xiao Jun est venu rendre visite à la prison. Lao 11e a dit que vous aviez volé l'argent de l'entreprise. Les frères qui ne sont pas d'accord, allez discuter avec lui. Au final, Lao 11e a joué un tour. Sansan est mort. Xiao Wu est hors d'état. Zhu Jie est aussi blessé. Les frères ont parlé doucement jusqu'à la fin. Ils te regardaient avec peur. D'abord, ils te mettent en prison. Puis, ils s'en prennent à tes frères. Lao 11e craint ta vengeance. Il prévoit d'anéantir complètement ton équipe. Quelle est la situation avec ce vieux Yang? Tu te redresses à nouveau. Pour sortir et te venger, tu dois d'abord garantir ta survie. Lao 11e t'a mis dans une prison pour mort simplement pour se servir de toi. La priorité est de résoudre la menace dans la prison. Avant que tu entres, ils ont déjà annoncé que tu ne survivrais pas 3 jours. Vieux Yang est le chef du 5e étage de la prison. Il a plus de 40 frères sous ses ordres. Frère Tigre. Ce n'est pas seulement Vieux Yang. Tous les grands de la prison ont déclaré qu'ils veulent te tuer. Les frères te regardent avec inquiétude. Un léger sourire se dessine sur tes lèvres. Alors tu vas d'abord tuer ceux qui ont peur. Le ciel reste gris et brumeux. C'est ainsi que fonctionne le climat d'un petit âge glaciaire. Dormir sur un lit de fer par des températures inférieures à 10 degrés. Un moment d'inattention et on peut geler à mort. Yang a réussi à tenir jusqu'au matin. La température s'est un peu réchauffée, il est alors dans le flou. Il s'est endormi en tenant sa copine dans ses bras. Il se lève pour prendre le petit déjeuner. Une voix profonde résonne à l'oreille de Yang. Ensuite, une silhouette s'assoit sur le lit de Yang. Qui? Yang se redresse d'un coup. Il te regarde avec étonnement, assis sur son lit. La prison utilise un système où les prisonniers gèrent d'autres prisonniers. C'est pourquoi toutes les clés des cellules du 5e étage sont entre les mains de Yang. À ce moment-là, les autres frères de Yang ne peuvent toujours pas sortir de leur cellule. Tu es couvert du manteau en coton de Lao Yang. Tu tiens dans ta main une brosse à dents polie. La brosse à dents te fixe froidement en regardant Lao Yang. Vous? Lao Yang regarde avec peur ses petits frères de cellule. Personne ne l'a averti qu'on était entré. 5 petits frères de cellule sont habillés légèrement. Ils sont à genoux sur le sol, tremblants de froid. Chacun d'eux a un objet tranchant au cou. Je n'aime pas être surveillé par les autres. Puisque vous voulez vous en prendre à moi. Il n'y a pas de problème pour que je te tue. Vous jetez un coup d'œil au prisonnier aux longs cheveux dans les bras de Lao Yang. Ce dernier s'enfouit dans la couverture, terrifié. Que veux-tu faire? Lao Yang demande en gardant son calme. Tu es resté trop longtemps en prison. Tu penses vraiment que tu peux jouer avec moi? Aujourd'hui, je vais m'en prendre à toi. Pour éviter que même un fantôme ne se permette de m'importuner. La prison est un endroit où la loi du plus fort règne. Pour ne pas se faire tuer, il faut absolument. Fais-leur connaître ta force. Lao Yang, avec un visage sombre, commença à fouiller sous la couette. Tu tiens la brosse à dents et l'enfonces directement dans la paume de Lao Yang. Lao Yang lâche un grognement étouffé. Tremblant, il s'efforce de ne pas laisser échapper le moindre son. Devant toi, son junior, Lao Yang ne veut pas perdre la face. Comment tu es entré, espèce de... Lao Yang halète, le sang teignant la couette en rouge. Oublie ce que nous étions, nous, ce groupe. C'est si difficile d'ouvrir une serrure? Le ton de Lao Yang s'adoucit un peu, lui aussi a peur de mourir. Frère, on ne se connaît pas sans un peu de bagarre. Votre grand frère a proposé une récompense, et je ne suis pas le seul à l'avoir accepté. Tous les gros bonnets de la prison veulent te tuer pour gagner cette récompense. Ton regard se glaça. J'ai risqué ma vie pour Lao 11e. Mais ce que j'ai reçu en retour, c'est son extermination. Je veux sortir. Petit frère, tu me mets dans une situation difficile, là. Lao Yang, avec le visage tordu, se mit à proférer des jurons en tremblant.
J'aurais pu sortir depuis longtemps, je ne devrais pas être ici à geler. Qui d'autre veut me tuer? Tu as souri avec un air de résignation. Puisse-je ne pas le dire? Lao Yang connaît les règles de la prison. Il ne s'en sortira pas mieux en trahissant les autres. Tu as hoché la tête sérieusement. D'accord. Vous avez vos propres règles dans ce milieu. Je ne vais pas forcer. Mais j'ai aussi mes propres règles. Tu as laissé tomber ta cigarette et regardé vers le coin du mur. 7 ou 8 petits frères dans le coin ont compris ton indice. Tu as attrapé le petit frère de Lao Yang qui était à genoux. Comme si tu tuais une poule. La brosse à dents dans ta main était un bâton aiguisé. Tu l'as enfoncé sans pitié dans le cou de ton adversaire. Une dizaine de secondes plus tard, 5 corps gisaient sans vie au sol. Le sang était éclaboussé partout dans la pièce. Ces 5 personnes étaient tous des frères d'armes de Lao Yang. Ce que tu fais, c'est pour établir ton autorité. Il faut impressionner tous les prisonniers du 5e étage. Ancien, es-tu convaincu? Lao Yang te fixe avec colère. Herbe. Le petit frère tondu derrière toi, tenant un tube en bambou aiguisé et creux, enfoncé dans la cuisse de Lao Yang. Mon boss te parle, tu es muet? Respect. Je suis impressionné, vraiment. Cette fois, Lao Yang est complètement impressionné. Ta cruauté dépasse déjà les attentes de Lao Yang. Qui aurait pensé que tu oserais te frapper en étant déjà en danger? Après ça, tu peux dire que tu es complètement solide. Tu as calmé tous les prisonniers du 5e étage. Frère, je ne vais pas m'impliquer dans ton histoire avec Yang. Lao Yang se couvre la blessure en suppliant de la douleur. Tu te relèves lentement, un sourire moqueur dans les yeux. Tu me touches. Les autres boss en prison ne te laisseront pas tranquille. Voyant que tu es prêt à tuer, Lao Yang essaie rapidement de te convaincre. Vénérable ancien, j'ai grandi dans une décharge. Depuis petit, je sais que pour ne pas être. Tu dois faire en sorte que les autres aient peur de toi. Allez en paix. Après avoir dit cela, vous vous êtes retiré sur le côté. Pour couvrir la tête de Lao Yang. 7 ou 8 jeunes se précipitent vers lui. Ils saisissent des objets et commencent à le piquer. Tu ne peux pas me tuer, je suis un homme de Monsieur Lee. Je me fiche de qui tu es. Aujourd'hui, je vais utiliser ta tête. Tu allumes silencieusement 3 cigarettes et les mets près du lit de Lao Yang. Je vais tuer pour donner l'exemple, tu tombes exactement sur le canon. Ancien, bon voyage. Lao Yang écarquille les yeux. La couverture est déjà tachée de sang. Il n'aurait jamais pensé, même en mourant, que tu oserais le tuer. Toi. Monsieur Lee se vengera pour moi. Toute la prison lui appartient. Tu es foutu. Frérot. Je viens de recevoir des nouvelles. Lao 11e a porté le prix à 300 000. De retour dans la cellule, un petit frère fait immédiatement un rapport. Quelle est la signification de 300 000? Dans ce monde en fin de cycle, 3 000 yuan suffisent pour acheter une femme. Le salaire d'une personne ordinaire n'est que de quelques centaines de yuan par mois. 300 000 peuvent directement faire franchir les classes sociales. Pour ceux qui sont dans la prison, des criminels sans pitié. 300 000 peuvent garantir à sa famille de ne jamais manquer à manger et à boire. Le vieux 11e a vraiment peur que tu ne survives pas. Il ne peut même pas attendre d'être exécuté. Les mauvaises nouvelles arrivent les unes après les autres. Frérot, ça ne va pas. Monsieur Lee a déclaré qu'il te tuera aujourd'hui. Tous les chefs de la prison ont amené leurs hommes pour encercler. Le petit frère chauve est entré dans la cellule tout excité. Il avait même un peu de mal à parler. Monsieur Lee est un véritable immortel dans la prison. Même le directeur de la prison est de son côté. Les autres petits frères expliquent. À peine les mots prononcés. Des bruits de pas danse viennent d'en bas. Tu te penches pour regarder. Des centaines de personnes sur le terrain de jeu tiennent des armes. C'est rassemblé en masse. Les gardiens de prison qui étaient de service ont déjà disparu. Que fais-tu? Sors, espèce de chaos. Voulez-vous la guerre? Des rugissements de colère des frères viennent de la porte. Cependant, le couloir à l'extérieur est déjà bondé de monde. Les frères sont forcés de s'entasser dans la pièce. Les chefs de chaque étage ont amené des gens pour entourer l'endroit. L'homme à la tête porte un manteau de coton épais et propre. Ses mains sont enfoncées dans les manches. Il te fixe à travers la porte en fer. Frère, tu as foutu la merde dans un nid de frelons. L'homme frotte ses mains engourdies et se moque. Dès que tu es entré, tu t'en es pris à Vieux Yang. Tu as brisé les règles. Alors, tu as fait un mouchoir. Je ne m'en prends pas à Vieux Yang. Vous allez me laisser tranquille. De toute façon, je suis mort. Puisqu'il en est ainsi, tuer pour arrêter de tuer pourrait nous donner une chance de survie. Avant de toucher à Vieux Yang, tu devrais te renseigner. Nous sommes tous des gens de Monsieur Lee. L'homme en tête t'a jeté un coup d'œil. Je me fiche de votre monsieur. Que ce soit un jeune homme ou un animal. Si tu veux me toucher, pense-y bien. Tu es prêt à encaisser la revanche de moi. Tu as arraché la cigarette de la bouche de l'homme en tête et en prends une grande bouffée. Dans un mois, je vais être exécuté, alors ne joue pas avec moi. Tu te retournes et prends un vieux couteau rouillé des mains de ton petit frère. Une dague faite de morceaux de fer ébréchés est dans ta main. Bien qu'ils soient nombreux. La porte de cette cellule ne peut laisser passer qu'une seule personne. S'ils veulent entrer, il faudra assurément tuer quelques personnes. Le chef en face a également compris ton intention. Il reste immobile à la porte. Les deux parties se font face longtemps jusqu'à ce qu'un tout sautement se fasse entendre au bout du couloir. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas en vie. Par la suite, nous ne pourrons pas emmener nos frères. Le chef recule lentement dans la foule. Des hommes furieux commencent à se ruer vers ta chambre. Tuzel. Je ne sais pas qui a crié. Les prisonniers dehors tiennent des armes faites maison. Les gars se précipitent comme des fous dans la cellule. Tu es sans peur, tenant la dague à l'envers. Une personne bloque l'entrée. Tu as l'habitude de te battre dans la rue depuis des années.
Sachez comment frapper pour infliger le plus de dégâts avec le moins de pertes. Les pertes ont causé le plus de dégâts. Après avoir enfoncé un couteau dans le cou d'un prisonnier, tu tiens le col de l'autre comme un bouclier. Le poignard n'a même pas besoin d'être visé. Un coup suffit pour éliminer quelqu'un. Pousse-toi à l'intérieur, ne reste pas à la porte. Le chef donne un coup de pied dans le corps que tu tiens. Les petits frères se jettent sur toi et te repoussent. Les autres frères dans la pièce n'hésitent pas. Ils brandissent leurs armes et foncent en essayant de repousser l'autre hors de la pièce. Malheureusement, ils sont trop nombreux. Presque tous les prisonniers du pavillon sont arrivés. Au début, tu pouvais encore tenir tête à l'autre grâce à ta violence. Avec le temps qui passe, ton groupe a finalement souffert du faible nombre d'hommes. Après une dizaine de minutes, dans la cellule, il ne reste plus que toi debout. Tous les autres frères sont tombés au sol. En te voyant couvert de sang, le chef n'ose entrer dans la pièce. Je regrette d'avoir pris la récompense de la 11e. Après tant de pertes, il n'a donné que 300 000. Le chef cracha une gorgée de mucus. Il te regardait avec mépris. Pas étonnant que ton boss veuille te faire payer. Si cruel. C'est moi. Je n'ose pas te garder non plus. Osais-tu laisser un nom? Tu as été percé de plusieurs dizaines de trous. Avec une main, tu t'appuyais sur le lit en fer renversé, haletant. Nu-sang. Le chef a souri. Je suis le chef du premier étage. Je sais que ton frère Laoju est dehors. Mais je suis seul ici dans la prison. S'il entre, Laoju connaîtra le même sort que toi. Nu-sang te tapota l'épaule. Bien que nous soyons ennemis, on peut facilement voir que Nu-sang t'admire beaucoup. Frère, prends soin de toi. Merci pour tes 300 000. Après avoir dit cela, Nu-sang se retourna et partit. Dans la pièce, une dizaine de frères de Nu-sang t'entouraient. Ils s'approchaient lentement. À ce moment-là, tu étais couvert de sang, debout dans ta cellule. Dans la pièce, une dizaine de frères de Nu-sang t'entourent mais personne n'ose faire le premier pas. Tous craignent que tu ne fasses un faux pas. Une douzaine de personnes se regardent, personne ne voulant être le premier à bouger. Tu souris avec sarcasme. Mourir entre vos mains serait vraiment trop frustrant. Pas besoin que vous interveniez, je peux partir tout seul. Après avoir dit cela, tu soulèves ton couteau tordu pour te trancher la gorge. Monsieur Lee. Soudain, un tumulte à la porte fait disparaître l'aura de Nu-sang. Monsieur Lee, comment était-vous arrivé ici? Nu-sang enlève rapidement sa veste. Il s'avance rapidement pour la draper sur l'autre. Les petits frères de la pièce s'écartent pour laisser passer. C'est alors que tu vois clairement à quoi ressemble l'autre. Un homme d'âge moyen portant des lunettes, d'apparence raffinée. Un homme d'âge moyen en costume. Dans une prison, il est rare de voir une personne aussi propre et à la peau blanche. En voyant l'attitude des autres détenus envers lui, il est évident que l'autre a une grande stature dans la prison. Tu t'assieds tout simplement à côté d'un cadavre. En le regardant avec curiosité. Je m'appelle Lee, comme toi, je suis aussi un prisonnier. Monsieur Lee te regarde également. A constater que, bien que vous soyez couvert de blessures, vos yeux étaient toujours féroces, et il a hoché la tête. Sais-tu quand les bêtes sont les plus agressives? Monsieur Lee se tourne vers Nu-sang et lui demande en souriant. Nu-sang, un homme brutal, se gratte la tête et répond en riant. Quand c'est le moment de la reproduction? Eh bien, honnête homme. Monsieur Lee, sans regarder Nu-sang, te fixe avec intérêt. Une bête acculée est la plus dangereuse. Comme lui. Monsieur Lee te désigne du doigt. Sortez tous. Monsieur Lee, voyant que tu ne réponds pas, fait signe aux personnes autour de lui. Nu-sang te lance un regard inquiet. S'il s'agissait des autres, il ne s'inquiéterait pas. Mais toi, tu es le genre à ne pas être capable de rien faire. Sortez. Monsieur Lee a élevé le ton. Nu-sang sort de la pièce à contre-cœur. Veux-tu fumer? Monsieur Lee sort une boîte de cigarettes importées et te l'attend. Tu n'hésites pas à prendre la cigarette, la mordant et montrant le filtre. Monsieur Lee est légèrement surpris. Il éclate de rire. Tu es le premier en plusieurs années à oser me faire allumer une cigarette. La mort est la chose la plus importante, je suis sur le point de mourir. Peu importe à quel point tu es impressionnant, ça ne m'importe pas. Tu as l'air d'un cochon mort qui n'a pas peur de l'eau bouillante. Monsieur Lee te fixe. Jusqu'à ce que tu aies fini une cigarette. Il peut déjà être sûr que tu n'as vraiment pas peur de mourir. Bon, passe à l'action. Vous jetez le poignard que vous tenez à vos pieds, Monsieur Lee. En voyant cela, et par rapport à la cigarette, je ne me défends pas. Monsieur Lee semble avoir entendu une blague amusante. Il pousse le couteau avec son pied. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Monsieur Lee se tourne à nouveau vers Nu-sang. Il fait un geste de la main pour lui signifier de s'éloigner. Une fois que tout le monde a quitté le couloir, Monsieur Lee commence alors à parler lentement. Faisons un échange. Je t'aide à sortir. Tu m'aides à prendre quelque chose. Que est-ce que c'est? Vous savez qu'il n'y a pas de miracle dans un monde apocalyptique. Monsieur Lee haussait les épaules en imitant Tonton. De toute façon, tu es dans une impasse. Alors pourquoi ne pas tenter ta chance? Ce que disait Monsieur Lee n'était pas dépourvu de sens. Après tout, tu n'as rien à perdre. Tu fais signe à l'autre de continuer. As-tu entendu parler des 3 niveaux de la prison des morts? Monsieur Lee te vit secouer la tête. Il expliqua patiemment. Au 3e niveau, il y a des prisonniers spéciaux. Pour y entrer, il n'y a que 2 façons. La première est que le crime commis est très spécial. Cependant, une fois à l'intérieur, tu es condamné à rester là pour toujours sans jamais pouvoir sortir. L'autre type est celui des condamnés à mort comme toi. Si tu commets d'autres crimes en prison et que les faits sont graves. Monsieur Lee, avec un sourire, a levé 2 doigts en disant. Tu feras face à 2 possibilités. La première est l'exécution immédiate. La seconde est d'être enfermé au 3e niveau. Jusqu'au jour de ton exécution.
Après avoir écouté, tu as écarquillé les yeux en regardant Monsieur Lee. Tu as soudain réalisé que la personne devant toi avait des pensées terrifiantes. L'autre ne cachait pas son sourire et a dit. Exactement, ces gens sont envoyés pour que tu les tues. Tu dois en tuer suffisamment pour avoir une chance d'entrer. En regardant les corps étendus au sol, tu as esquissé un sourire amer. Tu as réalisé que tu n'étais qu'un pion. Et ces prisonniers morts sont encore plus à plaindre. Pourquoi c'est moi? Tu as finalement posé la question que tu voulais savoir. Ce n'est pas seulement toi. J'ai envoyé en tout plus de 20 personnes à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, personne n'en est revenu vivant. Monsieur Lee a souri d'un sourire rusé, tel un renard. Mais toi et moi pensons qu'il y a une chance de réussir. Monsieur Lee a pointé les corps dans la pièce. Il a levé le pouce et a dit. Personne n'a tué autant de gens d'un seul coup que toi. Reviens vivant avec ce que je veux. C'est juste une boîte. Il l'a cachée sur un prisonnier qui est toujours détenu. Si tu la ramènes, je te ferai sortir. Y compris le vieux 11e, je peux aussi m'en occuper pour toi. Et vous êtes si capable, pourquoi ne descendez-vous pas vous-même au 3e niveau pour le récupérer? Tu as demandé avec suspicion. Monsieur Lee ne s'est pas fâché. Il a haussé les épaules en disant, désolé. Le 3e sous-sol refuse d'accepter de l'argent. Après avoir expliqué. Monsieur Lee est parti seul, peu importe si tu es d'accord ou pas. Tu es maintenant un animal piégé. Pour survivre, tu n'as d'autre choix que d'accepter des missions. La conversation est terminée. Le directeur de la prison est entré personnellement dans la cellule avec ses hommes. Des gardiens armés ont dispersé les prisonniers. Peux-tu ne pas me causer d'ennui? Le directeur de la prison était vraiment désolé pour Monsieur Lee. Cependant, il était clair qu'il craignait son interlocuteur. Je n'ai pas le choix, mon temps est limité. Sinon, je n'utiliserai pas des étrangers. Monsieur Lee a réconforté en tapotant l'épaule de son interlocuteur. Comme d'habitude, n'oublie pas de vérifier. Pendant que les deux parlaient. Couvert de sang, tu as été traîné hors de la cellule comme un chien mort. Rapport, 17 morts, plus de 30 blessés. Après qu'un gardien de prison ait fait son rapport. Le directeur de la prison agite la main avec indifférence. Mourir en prison est extrêmement normal. Dans ce monde, la vie humaine vaut peu. Le directeur de la prison te tire par les cheveux. Ce gars est très sauvage, fais attention, il peut te mordre. Non. Monsieur Lee te jette un coup d'œil satisfait. Prends soin de mon frère. Toi, sur le point de t'évanouir, lève les yeux et crie à Monsieur Lee. Sauve-elle. Tu sais que si Monsieur Lee ne se présente pas, ses frères blessés ont de grandes chances d'être jetés dans une fosse commune. Il fait maintenant moins 10 degrés. Ils n'ont absolument aucune chance de survie. Tu es presque à bout, et tu penses encore à ton frère. Le directeur de la prison a souri. Il s'apprête à faire signe à quelqu'un pour emmener ton frère. Mais Monsieur Lee l'en empêche. Monsieur Lee prend la parole d'un ton calme. Envoyez-le à l'infirmerie, c'est sur moi. Au sous-sol. Un endroit sombre et humide sans jamais de soleil. On dit que cet endroit était autrefois un refuge contre les transformateurs. Les transformateurs, c'est une spécialité de la fin du monde. Il y a 100 ans, la lune de sang est descendue. Les personnes ou animaux exposés à la lune de sang peuvent subir des mutations, devenant des monstres assoiffés de sang. Dans le monde actuel, les transformateurs et les humains occupent presque à égalité la moitié du territoire. Les humains doivent constamment faire face aux attaques des transformateurs. Cet endroit était autrefois le refuge de nos ancêtres. Lorsque le gardien de prison frappe à la porte en fer du 3e sous-sol, la vue à l'intérieur te laisse sans voix. Dans le couloir de 100 mètres, des éveillés se tiennent tous les 10 pas. Les éveillés sont aussi des produits de la fin du monde. Tant que l'on participe à la cérémonie d'éveil, il y a une certaine chance d'acquérir des capacités extraordinaires. La capacité de devenir un éveillé. Tu comprends enfin pourquoi Monsieur Lee dit qu'ils ne prennent pas d'argent. Si les éveillés veulent gagner de l'argent, commettre des crimes au hasard rapporte bien plus que de prendre des pots de vin. Les selles en attendent quelques jours. Une fois que les supérieurs auront vérifié la situation, ils l'enverront en chemin. Le garde s'est précipité vers le gardien du sous-sol et a souri pour s'excuser. Les personnes en bas n'y prêtent pas attention. Après tout, c'est la meilleure solution pour traiter ces rebelles. Le sous-sol est le meilleur choix. Le capitaine a amené un rebelle. Le garde s'est retourné et a salué l'homme assis derrière lui. Le capitaine porte un uniforme noir. Son chapeau était baissé, il était impossible de voir son expression. Il est juste assis là. Mais il dégage une impression de pression, comme face à une montagne imposante. Le capitaine a les jambes posées sur la table. Il cherche un endroit où il peut rester tranquille. 2 éveillés te soulèvent de chaque côté. Ils te traînent jusqu'au bout du couloir. Et gamin, tu as de la chance d'avoir une petite cellule. Un jeune homme. Mais un éveillé dont la moitié du visage est déformée par des brûlures. Il a pointé la chambre devant lui. Le vieux à l'intérieur vient de mourir. Tu peux entrer et lui tenir compagnie. Tu te crois habitué à la vie et à la mort. Mais en entrant dans la pièce, il a toujours été. L'odeur nauséabonde m'a presque fait vomir. Un vieux squelette était déjà en décomposition sur le lit. Tu dors sur son lit supérieur. Ne t'inquiète pas, il ne s'y opposera pas. Les gardiens regardaient comme des animaux aux os, avec un air moqueur. Vous ne pouvez pas le faire sortir. Il ne te reste que la moitié de ta vie, traînant des blessures. Un corps exténué était adossé au mur. Nous sommes entrés au sous-sol. Sinon, n'espère pas partir, sauf si tu es exécuté. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Même s'il meurt, il devra rester ici pour toujours. C'est la règle. Herbe. Tu sors un paquet de cigarettes de ta poche. C'est aussi Monsieur Lee qui te l'a donné à l'avance. Il n'est pas nécessaire de fouiller au sous-sol.
Parce que personne ne peut agir sous les yeux d'un groupe de réveilleurs. Prends bien soin de t'entendre avec ton colocataire. Le gardien a refermé la porte avec un sourire malicieux. Tu allumes même quelques cigarettes. Tu sors encore quelques médicaments de ta poche et les mets dans ta bouche. Bien qu'il ait été envoyé à l'infirmerie pour une simple suture et bandage. Mais ce niveau de blessure est suffisant pour entrer en soins intensifs. Tu as jeté un coup d'œil à la chambre vide. Il n'y a rien d'autre qu'un lit. Il n'y a qu'une seule possibilité. La boîte est dans une autre chambre. Frère, passe-moi une cigarette. À la porte en fer de ta chambre voisine. Un prisonnier te fait signe. Tu as jeté un coup d'œil au gardien éveillé. Tant que nous ne sortons pas de la chambre, ils ne s'occuperont pas de nous. Mais si tu veux t'échapper, ils te tueront à 100%. La porte de cette personne est en diagonale par rapport à toi. On peut à peine distinguer l'aspect de l'autre. C'est un jeune homme mince. Ta chambre est différente de celle des autres. Les autres cellules sont de chaque côté du couloir. Seule ta chambre est au bout du couloir. Juste en face du chef. Frère, tu es aussi ici pour chercher quelque chose? Le jeune homme mince sort une brochette de cafard grillé de la chambre. Il la lance devant toi à travers la porte en fer. Change de cigarette, même avec un mégot ça ira. Tu es couvert de blessures, pas le temps de t'occuper de l'autre. Tu as lancé la cigarette à moitié fumée à l'autre. Puis tu as trouvé un coin pour t'allonger. Frère, ne cherche pas, au sous-sol 3, la moitié des gens viennent chercher des choses. Bon sang, chaque pièce a été visitée par quelqu'un. Peut-être qu'il n'a pas eu de conversation depuis trop longtemps. Le jeune homme crie sans cesse. Frère, ne dors pas, parle un peu. Parle à ta grand-mère. Tu as crié d'un ton agacé. Au sous-sol 3, il n'y a pas de notion du temps. Il n'y a toujours que la lumière tamisée du couloir. Tu ne sais pas combien de temps tu as dormi, mais ton corps va un peu mieux. C'est ton secret. Depuis petit, tu as une capacité de récupération bien supérieure à la moyenne. Peu importe la blessure. Tant que ce n'est pas une mort immédiate, tu peux t'en sortir. Toi, qui penses toujours à ta mission. Tu commences à fouiller dans ta cellule. Cependant, Monsieur Lee n'a pas précisé quel type de boîte. À ce moment-là, tu es comme une mouche sans tête. Ne cherche pas les 18 chambres en bas. Dans chacune, Monsieur Lee a mis quelqu'un. Aucun n'a trouvé quoi que ce soit. Ce n'est pas seulement toi qui cherches. Ces éveillés cherchent aussi. Sinon, pourquoi pensez-vous qu'ils seraient venus garder le 3e sous-sol? Le jeune homme mince à côté de toi est à terre. Il te salue à travers le trou de la porte en fer. 3 jours plus tard. Dans le sous-sol, tu deviens de plus en plus impatient. Dans cette petite chambre de 10 mètres carrés, même les toilettes tu les as fouillées. Sans rien trouver. Cela ne peut signifier qu'une chose, la boîte n'est pas dans cette chambre. Mais tu ne peux pas entrer dans les autres chambres. Le sous-sol 3 est rempli d'éveillés. Ils ne laisseront pas les prisonniers sortir prendre l'air. Cela anéantit ton idée de chercher la boîte dans les autres chambres. Ce qui te rend encore plus désespéré, c'est que dans la prison, tu as tué plusieurs personnes. La date d'exécution a été avancée. Exécution par balle dans 3 jours. Mon pote, as-tu encore des cigarettes? Le parle-tout de la cellule d'Accent grave côté a recommencé. Tu es déjà habitué à son bavardage incessant. Savez-vous quel genre de boîte il recherche? Tu t'approches de la porte en fer et pousses celle qui livre la nourriture. Le petit gars regarde le jeune homme à côté. Je ne sais pas. J'estime qu'il ne sait même pas quel type de boîte il cherche. Mais au sous-sol, il n'y a même pas de boîte à emporter. Même s'il y avait une boîte, je suppose que quelqu'un d'autre l'aurait déjà ouverte pour s'essuyer les fesses. Le jeune homme se frotte le nez et te regarde avec avidité. T'as des clopes, mec? Même si j'en avais, je ne te les donnerais pas. Tu allumes une cigarette avec mauvaise humeur. Après en avoir fumé la moitié, tu la lances au jeune homme. Ah, vous ne trouverez rien. Ce réveilleur au visage brûlé. Il s'approche de ta cellule les mains dans les poches. Il frappe à la porte de fer. Prête-moi un briquet. En entendant cela, tu sais que c'est une bonne occasion de glaner des informations. Tu sors un briquet et te penches à moitié vers le sol. Tu tends la main pour allumer le feu pour le réveilleur. Frère, je vais être envoyé dans 3 jours. Mais même si je meurs, je veux être un fantôme éclairé. L'éveillé Mémé tira une bouffée de cigarette. Je peux te le dire, de toute façon, vous ne pouvez pas sortir. L'éveillé s'appuya contre la porte en fer et jeta un œil à son capitaine. L'éveillé baissa la voix. Tu sais qui est le patriarche des démons? Ce monde a des démons. Arrête de dire des bêtises. Le jeune bavard fit la moue. Si les humains exposés à la lune de sang se transforment en convertis, qu'en est-il des animaux? L'éveillé expulsa un anneau de fumée et demanda tranquillement. Ce sont des bêtes transformées. Le jeune bavard répondit. Ce n'est pas tout à fait vrai. L'éveillé a peut-être gardé le niveau souterrain trop longtemps. Il prit enfin le temps de discuter avec les deux. Au début de la grande catastrophe, ceux qui se transformèrent en premier étaient 10 personnes appelées les ancêtres. Mais les premiers animaux à devenir des bêtes transformées, ce sont les patriarches des démons. Les gens ne connaissent que les 10 grands ancêtres. Mais seuls les éveillés le savent. L'ancêtre démon possède une force qui n'est pas du tout inférieure à celle de l'ancêtre originel. L'éveillé leva les yeux, la lassitude se lisant dans son regard. Tigre à rayures argentées. 2 dragons. Grue épée. Tortue paresseuse. Ne dites pas que vous, même moi dans cette vie, je n'aurai pas l'occasion de les voir une seule fois. Quel rapport cela a-t-il avec la boîte? Tu demandes par curiosité. Le sang qu'ils contiennent dans la boîte. Quel genre de personne pourrait obtenir leur sang? Le jeune homme bavard fit la moue, clairement sceptique. Un ancêtre seul peut massacrer une grande ville de millions d'habitants. On peut facilement imaginer le seigneur des démons à ses côtés. Qui a la force de collecter un sang aussi terrifiant?
C'est pourquoi je dis que vous ne pourrez pas le trouver. La boîte n'est qu'une légende. On raconte qu'un certain éveillé de 9 sens, sur son lit de mort, a remis le sang du seigneur des démons qu'il avait collecté à son fils. Son fils se trouvait justement dans ce sous-sol au 3e étage pour se cacher. Et mourir ici. La personne dans ta chambre a cherché la boîte pendant 20 ans. Et alors? Le réveillé a frappé violemment ta porte en fer. Abandonne. Après avoir dit cela, le réveillé est parti comme s'il avait accompli sa mission. Vous vous êtes allongé par terre et avez demandé à haute voix à travers le guichet des repas. Pourquoi me le dire? Le réveillé a répondu sans se retourner. Dans 3 jours, tu seras emmené pour être exécuté. Dis à ce monsieur-là. Ne fais plus entrer personne. S'il y avait vraiment une boîte, nous l'aurions déjà eue. Tu as compris ce que l'autre voulait dire. Monsieur Lee continue d'envoyer des gens en bas. Cela a déjà mécontenté ce groupe de réveillés. Ils veulent utiliser ton retour pour dire à Monsieur Lee. Ne perds pas de temps et ne les dérange pas. En même temps, un profond désespoir envahit ton cœur. Tu n'as pas encore venge. Tu as encore des frères dehors. La nuit avant l'exécution. Tu as déjà abandonné. Pour une légende. Ta vie a été écourtée de presque 1 mois. Le sol humide est couvert de mégots. Tu es assis sur le lit, accablé. Ton esprit est plein des souvenirs avec tes frères. Tu ne sais pas si la Oju se vengerait de toi après ta mort. Mourir de cette manière est vraiment frustrant. Toute ta vie n'a servi qu'à te nourrir et te vêtir, sans rien accomplir. Tu maudis intérieurement ta malchance. Vous vous êtes allongé sur la couchette supérieure et avez donné un violent coup de pied dans le mur. Le plancher déjà pourri se casse instantanément. Sans avertissement, tu tombes directement sur le corps en dessous. Merde. La substance visqueuse du corps éclabousse tout ton corps. Cette odeur nauséabonde monte jusqu'à ton crâne. Tu te dépêches de pousser le corps. Qui sait quel virus il peut avoir sur lui? Malheureusement, le corps est presque collé au plancher. Tu as essayé de le pousser 2 fois sans succès. Soudain, tu stoppes ton action et tu regardes ta main, les yeux écarquillés. Ta main pince le ventre du corps. Tu as même touché un objet dur dans son ventre. Peut-être que le corps est trop maigre. Tu peux sentir qu'il y a quelque chose dans le ventre du corps. Non, pas possible. Tu fais une tête dégoûtée. Une idée audacieuse apparaît dans ton esprit. Le ventre du corps est même renflé à un petit angle. Bien que tu ne sois pas sûr que ce soit une boîte. Mais tu ne peux plus te soucier de grand-chose. Tu fais le tour du regard. Tu ramasses une planche de lit relativement pointue sur le sol. Tu mets le corps à plat. Tu mords le filtre de ta cigarette et avec les 2 mains, tu enfonces la planche dans le ventre du corps. Tu réprimes l'odeur nauséabonde et tu tends la main à l'intérieur pour fouiller. Les éveillés dehors entendent le bruit. A ouvert le guichet des repas. Ils te voient assis devant le corps, dos à la porte, en train de bricoler. Que est-ce que tu fais? L'éveillé crie une phrase. Tu tournes la tête, le visage couvert de sang. Tu as faim, tu cherchais à manger, tu peux pas? Tu sors un morceau ensanglanté et l'attrapes pour le donner à l'autre. Bordel de merde. Le réveillé est devenu vert en fermant l'ouverture pour la nourriture, grognant. Les gens font toujours des choses étranges avant de mourir. Des actes démesurés pour évacuer leur peur intérieure. Mais vraiment, le bruit que tu fais est insupportable même pour le réveillé. Une fois que tu es sûr que le réveillé est parti, tu trembles en sortant de l'intérieur du corps. 4 objets ressemblant à des seringues. La partie centrale est en matériaux ressemblant au verre. À l'intérieur, une goutte de sang oscille. Tu tiens fermement les 4 tuyaux froids, les épaules tremblantes. Tu réprimes une joie intense dans ton cœur. Enfin, bien que ce ne soit pas une boîte. Le réveillé a dit que la boîte contenait le sang de l'ancêtre des démons. Seul le transformateur possède du sang noir. Pas étonnant qu'on ne puisse pas trouver de boîte. En fait, il n'y a jamais eu de boîte. Tout a été avalé par le vieux. Juste au moment où tu es heureux. Des bruits de pas feutrés se font entendre à la porte. Petit tigre blanc, prêt à prendre la route. La porte a été frappée, le gardien de prison en haut vient chercher quelqu'un. Tu regardes autour de toi avec inquiétude. Il n'y a aucun endroit pour cacher des choses. Même si tu caches les choses dans le corps. Il est impossible de revenir prendre quoi que ce soit. À ce moment-là, le son de la serrure de la porte en fer se fit entendre lentement. Dans l'urgence. Tu as arraché le fil de toile du vieux et attaché le tube. Retenant ton envie de vomir, tu as avalé les choses. L'autre bout du fil était attaché à tes dents. Ainsi, dès que tu sortirais, tu pourrais tirer sur le fil. Tu as extrait le tube de ton corps. Cependant, le temps ne t'attend pas, la porte en fer a émis un bruit strident. Que fais-tu? Le garde de prison s'est approché et t'a poussé, assis à côté du corps. Tu as tourné la tête. Le garde de prison a poussé un cri et a reculé précipitamment. Du sang était encore accroché à ton coin de bouche. Tes mains étaient encore plus rougies par le sang. Tu as essuyé le sang de ta bouche. Avec un regard déterminé, tu as quitté la cellule. Le vent glacial vous a soufflé dessus. Tu as respiré l'air frais, affichant un sourire satisfait. La porte était déjà entourée de prisonniers venus voir le spectacle. Monsieur Lee se tenait à distance en te regardant. En te voyant les mains vides, une lueur de déception a traversé ses yeux. Et je l'ai trouvé. En voyant Monsieur Lee s'apprêter à partir, tu as crié. Monsieur Lee n'a pas tourné la tête jusqu'à ce que tu cries que tu l'as trouvé. Monsieur Lee a sursauté et s'est retourné brusquement. Ses yeux doux ont montré l'éclat d'une bête sauvage. Sur le chemin de l'escorte des gardiens de prison vers le lieu d'exécution. Vous vous êtes croisés. Monsieur Lee a abaissé la voix et a demandé avec fermeté. Où est la chose? Tu l'as regardé en souriant et a dit. C'est un tube avec 2 bouts en argent et du verre au milieu. La respiration de Monsieur Lee est devenue lourde. Où est-ce? Je le dis maintenant. Si tu me tues,
À qui vais-je demander des comptes? Je veux sortir. Tu hausses les épaules. Monsieur Lee marchait nerveusement de long en large. Que feras-tu si tu me trahis? Monsieur Lee a hésité longuement avant de demander. À tes yeux, je ne suis qu'une petite crevette. Si tu m'as trompé, tue-moi alors. Ce n'est qu'une question de prendre une balle ou deux. Tu tends ta main sans y penser. Prends une cigarette. Monsieur Lee fixe tes yeux. Il essaie de discerner si tu mens pour survivre. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Pourtant, tes yeux sont incroyablement déterminés. Tu le regardes sans faiblir. Si tu me trompes, tu vas mourir très mal. Monsieur Lee finit par céder. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, comment un voyou de la rue pourrait-il savoir? L'apparence du récipient du sang de l'ancêtre démoniaque. Je dois passer un appel. Tu continues à prendre de l'espace. Monsieur Lee n'a toujours pas refusé. Il sort son téléphone et le met dans ta main. Devant Monsieur Lee. Tu composes habilement un numéro. Allô. Une voix de jeune garçon grave s'élève. Oiseau idiot. Putain. Les deux parlent comme dans un code secret. Cela rend quelques personnes perplexes. Je sors tout de suite. Comment ça se passe de ton côté? Tu t'inquiètes et demandes des nouvelles de ton frère. Si tu arrives avec une minute de retard, je me serais déjà introduit chez Vieux Maléfique. Au bout du fil, une voix arrogante dit. Tu pars aujourd'hui. Je prévois d'enlever la 11e heure de la ville et de l'enterrer pour vous tenir compagnie. Tu ricanes et l'insultes. Fais évacuer tout le monde, je sors tout de suite. Tu n'expliques pas, et l'autre n'a pas besoin d'explication. D'accord. Le jeune homme au bout du fil a acquiescé. Il donne des ordres à ceux qui sont à ses côtés. Fais un coucou à Vieux Maléfique. Fais-lui savoir que je suis arrivé en ville. Des coups de feu intenses retentissent. Les cris des passants fuyants et les gémissements des blessés. Les bruits de tirs de riposte viennent du téléphone. Retirez-vous. Monsieur Lee raccroche et reprend son téléphone. A montré un air d'appréciation. Vieux neuf est fou. Vieux lui est déchaîné. La réputation n'est pas usurpée. Champ d'exécution. Champ d'exécution construit dans la prison. En réalité, c'est juste un petit terrain vague. Pas loin se trouve une fosse commune. Enveloppe-elle. Le tireur sort une pilule de sa poche et l'insère dans ta bouche. Le processus doit être suivi, un peu de souffrance ne tuera pas. Ne bouge pas, je vais te tirer dans le ventre. Si je rate, ça pourrait vraiment être mortel. Tu hoches la tête et restes droit sur place. Le prisonnier Baek Xiaoyu, reconnu coupable de meurtre, sera exécuté par balle aujourd'hui. Lève l'arme. Tu lèves la tête vers le ciel et prends une profonde respiration. Agis selon ta volonté. La balle traverse ton abdomen, une douleur intense te saisit. Tu tombes droit au sol, le sang coulant de la balle. La douleur intense te fait presque crier. Cependant, il y a des prisonniers qui regardent au loin. Tu fais semblant, serrant les dents et fermant les yeux. Le prisonnier est mort. Jetez le corps au cimetière des inconnus. La nuit. Le vieux chargé de ramasser les corps fouille dans le tas de cadavres. Il te met, déjà inconscient, sur une petite remorque. La plupart des prisonniers dont personne ne s'occupe des corps finissent enterrés pour toujours au cimetière des inconnus. S'il y a des membres de la famille qui paient, le récupérateur de corps va sortir le cadavre de la prison. Dans la nuit, plusieurs hommes en noir sont assis nerveusement dans une fourgonnette, regardant la prison, jusqu'à ce que la porte arrière de la prison s'ouvre. Un vieux bossu apparaît entraînant un cadavre de jeune. Quelques-uns ouvrent rapidement la porte arrière de la voiture. Dans la camionnette, un médecin du marché noir attend déjà. Comment ça va? On te met dans la voiture, le médecin branche divers appareils familièrement. Le médecin regarde les indicateurs sur les instruments. Attendez, il a vraiment été touché. Le médecin regarde avec confusion les lignes fluctuantes sur l'instrument. Ce gars a un cœur qui bat plus fort que la normale. Les deux hommes en noir sont également perplexes. Tu as le teint rose, il a été touché. Mais la blessure à l'abdomen continue de saigner. Ramenez-le d'abord à la clinique, monsieur l'y attend. Les deux hommes en noir échangent un regard. Retournez dans le poste de conduite, démarrez la voiture et partez en vitesse. Mais il n'a pas remarqué un sans-abri pas loin, qui dormait dans une poubelle. L'opération est terminée. Le médecin du marché noir traîne son corps fatigué. En sortant de la salle d'opération aménagée dans la chambre. Monsieur Lee est assis dans le salon avec une tasse de thé chaud, regardant la télévision avec un certain enthousiasme. Pourquoi cela prend-il si longtemps? Les deux hommes en noir derrière Monsieur Lee se plaignent de manière mécontente. La balle a été retirée rapidement. Cependant, ce gamin a avalé 3 tubes dans son estomac. Une balle a brisé l'un des tubes. Les morceaux sont coincés dans son corps, c'est difficile à retirer. Quoi? Le médecin n'a pas fini de parler. Monsieur Lee, qui semble élégant, saisit le médecin d'une main et crie. Dis-le encore une fois. Il a 3 tubes dans le ventre. Brisé. L'un est brisé. Le médecin du marché noir répond en tremblant. Merde. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit plus tôt? Une a été brisée. Celui-là peut acheter la vie de toute la ville. Le visage de Monsieur Lee est blême. Pénétrant à grands pas dans la salle d'opération. Te voyant toujours dans un état de coma. Saisissant 2 tubes sur la table, il sort rapidement de la pièce. Vous restez ici pour me surveiller. Personne ne doit s'approcher de lui. Je vais faire mon rapport au grand patron. Monsieur Lee descend précipitamment et monte dans une berline. S'assurant qu'il n'y a personne autour, il sort une carte anonyme. La carte spatiale compose un numéro inconnu. Grand patron. Monsieur Lee tremblait de façon incontrôlable. Sa voix tremble un peu. J'ai quelque chose à montrer si tard. Une voix âgée demande doucement au bout du fil. Oui. Monsieur Lee prend une profonde respiration pour se calmer. Le sang de l'ancêtre démon est entre vos mains. Vraiment. La voix de l'homme âgé au bout du fil devient beaucoup plus forte.
100, avec excitation. Bon travail, prépare-toi à revenir. Mais ce gamin est trop sournois. Nos hommes ne savent pas qu'il a avalé le récipient. Il a tiré pour briser un récipient. Il y en a un autre qui n'a pas été trouvé, il n'a que 3 dans le ventre. Monsieur Lee a fini de parler d'une seule traite, sans oser respirer. On aurait dit un condamné attendant le verdict au tribunal. Après un long silence, une voix s'est fait entendre au téléphone. Assurez-vous de demander où est passé ce qui a été perdu. La voix au bout du fil était terriblement froide. Alors, faut-il se débarrasser de ce gars? Monsieur Lee a bravé sa peur pour poser la question. Se débarrasser de lui serait du gâchis de sang d'un ancêtre démoniaque. Surveillez ses données corporelles 24 heures sur 24. Il ne faut surtout pas le laisser sortir de votre champ de vision. Il ne faut pas que je t'apprenne comment gagner les cœurs, n'est-ce pas? Le ton au bout du fil était clairement mécontent. Si tu ne fais pas bien ça, tu n'as pas besoin de revenir. D'accord. Le téléphone a été raccroché. Monsieur Lee, soulagé comme s'il avait été gracié, était presque à bout de force. Allongé sans force sur une chaise, il a silencieusement allumé une cigarette. À la lueur vacillante du feu, une dizaine de jeunes hommes, portant des sacs en toile, sont passés à côté de sa voiture. La porte de la clinique du marché noir a été frappée. Qui est là? Le médecin s'approche du trou noir du Judas. Même les lampadaires dans le couloir se sont éteints. Le Judas a été percé de l'extérieur. Un canon noir comme un trou a été introduit par le Judas, pointé sur l'œil du médecin. 2 hommes en noir sont assis dans le salon. Ils sortent une arme de leur taille et la pointent vers la porte. Une confrontation tendue pendant moins d'1 minute. La porte de la cuisine s'est ouverte, et 7 ou 8 jeunes se sont précipités de la cuisine dans le salon. Ne bougez pas, posez vos armes sur la table. Un jeune avec les cheveux teints en jaune. Le jeune fait un bond sur la table basse. Le canon est directement pointé dans la bouche de l'homme en noir. Frère, de quel coin es-tu? Le médecin du marché noir, en sueur, réprime sa peur et demande. Tu ne fais plus d'affaires, hein? Le jeune entre calmement dans la pièce avec un fusil. Il tapote le visage du médecin. Je suis un putain de grand méchant loup. Si tu n'ouvres pas, tu feras un petit commerce. Le médecin du marché noir a dégluti et a répondu d'une voix tremblante. Mon frère veut de l'argent. J'ai encore des patients à l'intérieur, ne fais pas d'histoire, d'accord? Le médecin les a clairement pris pour des voleurs. Tu as combien d'argent, espèce de malade? J'ai besoin d'argent, je peux braquer une banque. Pour te voler, je n'ai même pas besoin de venir moi-même. Le jeune homme avait l'air dédaigneux. Vieux-Neuf a été retrouvé. Un jeune aux yeux sournois a pointé vers la salle d'opération. Merde. Les jeunes se sont précipités dans la salle d'opération. Tu es allongé sur le lit, le visage pâle. Qui a tiré sur mon frère? Quelques jeunes garçons ont couru dans le salon. Ils ont immédiatement braqué leurs armes sur 2 hommes en noir. Les deux se sont échangés un regard, rempli de désespoir. Ces gamins sont vraiment à ne pas sous-estimer. Il a fallu à peine quelques respirations pour entrer et contrôler la scène. Cette méthode n'est pas inférieure à celle de vieux maléfiques. Savoir qu'on a affaire à un os dur. Les 2 hommes répondent honnêtement. Les châtiments en prison, sinon il ne peut pas sortir. Vieux-Neuf reste calme et allume une cigarette. De quel côté est ton frère? De toute façon, ce n'est pas votre ennemi. Les 2 hommes ne peuvent évidemment pas révéler qui est leur patron. Droit comme un i, il fait face à la mort avec courage. L'ancien a vu que ta blessure était déjà soignée. Il a aussi deviné que l'autre n'a aucune mauvaise intention envers toi. D'accord. Merci pour votre travail acharné. Puisqu'ils ne sont pas nos ennemis, il n'est pas nécessaire de verser de sang. Avant que mon frère ne se réveille. Personne dans cette pièce n'a le droit de sortir. Vieux-Neuf regarde le médecin du marché noir. Quand mon frère pourra-t-il se réveiller? Le médecin du marché noir jette un coup d'œil à l'horloge du mur. Répond prudemment. Au plus tard demain matin. D'accord. Vieux-Neuf sort une liasse de billets et la jette sur la table. Les frais médicaux de mon frère et nos frais d'hébergement. Si ce n'est pas suffisant, désigne juste un appartement riche dans cet immeuble. Je vais en chercher un peu pour toi. Ça suffit, ça suffit. Le médecin du marché noir est en sueur. Heureusement, le patient a survécu. Sinon, il n'osait pas imaginer ce que ces amateurs pouvaient faire. Un bruit aigu et prolongé de porte qui s'ouvre retentit. Une silhouette grande et maigre se tenait à la porte. Plusieurs jeunes dans la pièce n'hésitèrent pas une seconde. Ils pointèrent tous leurs armes vers la personne dehors. Ne tirez pas. L'homme en noir cria précipitamment. La personne dehors n'était autre que Monsieur Lee. Vieux-Neuf observait l'autre avec curiosité. Bien que Monsieur Lee ait l'air très poli. Mais tout son corps dégageait une aura de danger. Tuer l'homme dans la voiture à la porte. Vieux-Neuf semblait détendu en se tenant devant l'homme. En fait, le canon n'a jamais quitté la position de Monsieur Lee. Monsieur Lee est également surpris. Vieux-Neuf et son groupe le frôlèrent. Ce n'est que lorsqu'il alluma une cigarette que cela brilla un moment. Vieux-Neuf se souvint de lui. Voici Monsieur Lee. Il a sauvé ton frère. L'homme en noir explique d'un ton grave. Vieux-Neuf abaisse légèrement le canon de son arme. Il acquiesce légèrement avec gratitude à son interlocuteur. Merci. Ah, c'est juste un échange. Il m'a aidé à trouver ce que je cherchais. Je lui ai sauvé la vie. Monsieur Lee entre dans la pièce. 4 ou 5 jeunes qui montaient la garde gisaient éparpillés dans le couloir. La force de chaque partie lors de l'affrontement a surpris l'autre. Depuis que la Hoju est entrée dans la pièce jusqu'à ce que Monsieur Lee ouvre la porte. Pas un son n'a été émis dehors pendant tout ce temps. En d'autres termes, Monsieur Lee a silencieusement neutralisé 5 jeunes armés. Fais entrer ton frère, ne le laisse pas prendre froid. Monsieur Lee fait un signe à Vieux-Neuf. Il s'assoit sur le canapé, sort une cigarette et l'allume. Tu es Vieux-Neuf, n'est-ce pas?
Vieux Neuf fait un signe de la tête à son frère derrière lui. Il leur fait signe de tirer la personne à la porte à l'intérieur. Vieux Neuf prend la cigarette de Monsieur Lee sur la table. Après l'avoir allumée, il ne dit rien. Monsieur Lee ne se fâche pas non plus. Il le regarda avec des yeux admiratifs, fixant Vieux Neuf. Petit tigre blanc, quel âge as-tu, frère? Quel âge ça fait? Je suis ton fils perdu depuis tant d'années. Vieux Neuf leva les yeux au ciel avec dédain. Je sais que tu es un éveillé. Ce n'est pas une raison pour que je ne t'écoute pas. Tu as sauvé mon frère. Je viendrai rembourser sa dette. Monsieur Lee lâcha un rire involontaire. Ton frère ne se réveillera que demain pour le dîner de nuit, non? Monsieur Lee a sorti une pile de billets de sa poche et l'a remise au frère de Lao Jiu. Vas acheter quelques brochettes. Le coin de la bouche de Vieux Neuf se souleva légèrement. Que veut dire Monsieur Lee en donnant l'argent au frère de Vieux Neuf? Il craint que Vieux Neuf ne pense qu'il met du poison dans le repas de nuit. J'ai de l'argent. Le jeune homme aux cheveux blonds frisés a fait la moue avec obstination. Nous sommes tous dans le même bateau, à se débrouiller. Acheter un repas de nuit avec l'argent des autres, c'est pas correct. Ce n'est pas comme frapper son propre patron au visage. Ce repas de nuit, c'est moi qui régale. Transporter une caisse de bière. Vieux Neuf fait un signe de la main à Jaune. Jaune s'active avec quelques frères. Vêtu de vêtements légers, il sort de la chambre. Le genre de Vieux Neuf à se donner des airs. Monsieur Lee ne le démasque pas non plus. Mais bientôt, un cri de colère de Jaune résonne en bas. À l'aide. Donne-en un peu. Sors l'argent, espèce de salaud. Monsieur Lee baisse la tête et joue avec son téléphone. Après un long silence, Monsieur Lee lève la tête et demande avec intérêt. Vous êtes toujours avec Vieux Maléfique? Il sera toujours notre grand frère. Quoi? Les paroles de Vieux Neuf, Monsieur Lee n'y croit naturellement pas. C'est pourquoi il dit cela. C'est juste que Vieux Neuf ne comprend pas Monsieur Lee, alors il raconte des histoires. Assez prudent, pas étonnant que dans toute la rue on le sent. Seul toi et Petit Tigre Blanc pouvez vous en sortir. Plus Monsieur Lee regarde Vieux Neuf, plus il l'apprécie. Vieux Neuf est différent de toi, tu es impitoyable et direct. Mais Vieux Neuf appartient à ce genre de personne un peu maléfique. On ne peut pas le cerner. Quel est le plan maintenant? J'ai un accord avec Petit Tigre Blanc. Je peux vous aider à éliminer Vieux Maléfique. Monsieur Lee demanda sérieusement. Tout à l'heure, au téléphone, Monsieur Lee a déjà reçu les instructions d'en haut. Il faut rallier Petit Tigre Blanc. Pour quelqu'un comme Bec Xiaoyu, qui attache plus d'importance à ses frères qu'à sa propre vie, la meilleure méthode est de rallier ses frères. Surtout Vieux Neuf. Attends qu'il se réveille, tu pourras lui demander. Je ne suis qu'un petit frère. Vieux Neuf haussait les épaules. Voyant que Lao Jiu n'était réceptif ni à la persuasion ni à la menace, Monsieur Lee n'a pu que renoncer temporairement. Le lendemain, Vieux Neuf ouvrit lentement les yeux. Il regarda Liu, encore inconscient. Sa respiration était stable, mais il n'y avait aucun signe de réveil. À ce moment-là, Monsieur Lee entra avec le médecin. Ils entrèrent dans la chambre pour te changer le bandage. Plusieurs personnes te regardaient, les yeux grands ouverts, comme si tu dormais. Pourquoi n'est-il pas encore réveillé? Le médecin est en train de trifouiller sur toi. Il examine la blessure puis les instruments, tout aussi perplexe. Logiquement, il devrait être réveillé maintenant. La dose d'anesthésie que j'ai utilisée hier ne devrait pas être si élevée. Que dois-je en penser? Tu ne sais même pas, n'est-ce pas? Vieux Neuf a pris le pistolet et l'a pointé sur la tête du médecin du marché noir. Si mon frère ne se réveille pas, tu descendras l'accompagner. Frère, calme-toi un peu. La médecine n'est jamais absolue. Le médecin du marché noir écarte le canon en expliquant. Monsieur Lee regarde le cirque dans la salle d'opération. Il se frotte les tempes. Le médecin ne sait pas, mais Monsieur Lee a probablement déjà deviné. Petit Tigre Blanc a absorbé le sang de l'ancêtre des démons. Quelle puissance tyrannique c'est! C'est déjà un miracle qu'il n'ait pas explosé Petit Tigre Blanc. Est-ce que ce sont les morceaux dans sa blessure qui n'ont pas été nettoyés? Monsieur Lee demande en faisant semblant. Impossible, absolument impossible. Le médecin secoue la tête comme un tambour en promettant que j'ai vérifié plusieurs fois. Si ce qu'il y a dans le conteneur a un effet sur lui. Monsieur Lee, hésitant, a enfin pris la parole. Le médecin, à l'écoute, a brillamment ouvert les yeux et hoché la tête. Il se peut que nous ne sachions pas ce qu'il y a dans le conteneur. Il est très probable qu'il soit affecté par cela. Le médecin s'est empressé de défaire tes vêtements. Le trou de balle initial a disparu sans laisser de cicatrice. Plus incroyable encore. Des poils de velours commencent à pousser sur ton corps. Ses ongles ont également poussé de quelques centimètres en une nuit. Je n'ai jamais rencontré une telle situation dans ma carrière médicale. Il semble avoir subi une mutation. Le médecin a expliqué avec un visage lugubre, craignant que le pistolet de Lao Jiu ne se déclenche accidentellement. Pendant un moment, les personnes présentes dans la pièce étaient toutes désemparées. Il est sans précédent pour un humain ordinaire d'absorber le sang de l'ancêtre démoniaque. Monsieur Lee n'est pas sûr non plus. Y a-t-il un moyen de le réveiller? Monsieur Lee demanda doucement avec patience. Vous pouvez essayer de le stimuler un peu. Son corps est maintenant plus musclé que celui d'une personne normale. Je pense que c'est un problème lié au cerveau. Le médecin réfléchit puis propose une solution. Monsieur Lee fait un signe à Vieux Neuf et sort de la pièce. La situation a changé. Je vais sortir un moment pour chercher un expert et poser des questions. Vous, restez ici. Monsieur Lee et Vieux Neuf se tiennent dans le couloir et parlent à voix basse. Si Petit Tigre Blanc ne se réveille pas, une bouteille de sang de l'ancêtre démon a été gaspillée. Monsieur Lee n'ose imaginer la réaction du grand patron. À ce moment-là, les deux se préoccupent de Petit Tigre Blanc. Vieux Neuf relâche également sa méfiance envers Monsieur Lee. Plus tôt je pars, plus tôt je reviens. Monsieur Lee prend un vêtement dans le salon. Il enfile un trench et part rapidement.
Vieux Neuf se tient dans le couloir, déprimé, en finissant la moitié de sa cigarette. Après l'avoir écrasé avec son pied, il retourne dans la pièce. En bas, un petit couple est en train de s'embrasser. Après avoir vérifié qu'il n'y a personne autour, il sortit rapidement son téléphone. Allô, grand patron, j'ai trouvé Vieux Neuf. À ce moment-là, tu es allongé dans la salle d'opération. Ta respiration s'accélère de plus en plus et de temps en temps. Tu émets une sorte de grognement bestial. En même temps, des poils plus fins commencent à pousser sur ton corps. Vieux Neuf, à côté de toi, Fumée murmure silencieusement. Je vais vous dire. Ne pense pas à nous laisser, frère. Si tu viens vraiment à disparaître, je vais me lier avec de la dynamite et aller mourir avec Vieux Maléfique. Après avoir dit cela, il sortit de la chambre avec son fusil. Il n'a pas remarqué que 2 lignes de larmes claires coulaient de ton coin d'œil. Tu as entendu ce qu'il a dit, mais tu ne peux pas te réveiller. Parce que ton âme a été aspirée dans un espace inconnu. Tu te trouves dans une caverne. La seule sortie est juste devant toi, pas très loin. Là, un tigre à rayures argentées est couché. Après avoir absorbé le sang du tigre argenté, vous avez commencé à le confronter. En ce moment, tu es très impatient. Tu connais le caractère de Vieux Neuf. Si Vieux Neuf ne se réveille pas, il va falloir aller chercher Vieux Maléfique. Tu prends ton courage à 2 mains et tu marches droit vers Petit Tigre Blanc. Voyant cela, l'énorme tigre s'est également levé lentement et a poussé un rugissement qui a résonné dans le ciel et la terre. Voyant cela, vous vous êtes avancé rapidement. Tu te mets sans hésiter à genoux à 10 mètres devant Petit Tigre Blanc. Frère, je sais que tu es le père des démons. Peux-tu bouger un peu pour me laisser sortir? Petit Tigre Blanc reste impassible. Face à cette situation, tu grindes des dents et tu charges. Tu te heurtes à la mâchoire du tigre. Après avoir fait reculer Petit Tigre Blanc d'un pas, tu te retournes et sautes sur le dos du tigre, en lui assénant des coups au visage. À ce moment-là, Petit Tigre Blanc se secoue et te projette à plusieurs dizaines de mètres. Juste au moment où tu vas attaquer à nouveau, Petit Tigre Blanc prend la parole. Jeune homme, je suis Lian Shen. À ces mots, tu restes interloqué. Tu ouvres la bouche instinctivement. Le père des démons. Oui, je suis le père des démons. Tu peux aussi m'appeler Tigre à rayures argentées. C'est toi qui m'as amené dans cette grotte pourrie. Tu ne t'attendais pas du tout à être enlevé par un tigre. Voici ma mère de connaissance. En absorbant mon sang, tu pourras communiquer avec mon esprit. Une tristesse passa dans les yeux du tigre argenté. Mon corps a déjà été détruit. Je ne peux te convoquer que de cette manière. Tu demandes prudemment. Alors pourquoi m'as-tu amené ici? Cette âme résiduelle attend depuis des décennies et est sur le point de se dissiper. Je ne suis inquiet que pour ma fille. Tu as absorbé mon sang. C'est pourquoi j'ai besoin de ton corps pour donner naissance à ma fille. Laisse-moi avoir un enfant. Tu ferais mieux de me tuer tout de suite. Je ne résisterai absolument pas. Tu as un air obstiné. Le patriarche des démons ouvrit grand sa bouche à ces mots mais ne te mordis pas. Alors que la gorge du patriarche des démons se mouvait, un petit chat sortit de la bouche du patriarche des démons. Enfant, vas-y. La voix fatiguée du tigre argenté se fit entendre. Après que le petit chat a frotté sa petite tête contre le pied de l'ancêtre des démons, il s'est dirigé vers toi en titubant. Jeune homme, ton ami est sur le point de rencontrer le danger. Si tu veux sortir, accepte de partager ton corps avec ma fille. Lorsque tu atteindras le sommet des 9 perceptions, ma fille pourra emprunter ta force pour reconstruire son corps. À cet instant, une force invisible te pousse au sol. Le petit chat a reniflé ton visage. Puis il a levé sa patte et a uriné sur ton visage. Avant que vous ayez pu l'insulter, le chaton s'est transformé en une lueur qui a pénétré en toi. À ce moment-là, le corps de l'ancêtre démon se dissipe lentement. Fais attention à la grue épée. Après que l'ancêtre des démons a laissé ses derniers mots, une force d'attraction est venue de l'entrée de la grotte. En bas de l'immeuble résidentiel de la clinique du marché noir, plusieurs portes de fourgonnettes se sont ouvertes. De nombreux inconnus armés de machettes en sont sortis. Vieux Maléfique est assis à l'intérieur d'une fourgonnette. Il donne des ordres à une personne à côté de lui. Reine Frère, emmène des hommes et ne laisse personne derrière. Reine Frère hocha la tête en entendant cela. A sorti un pistolet et un poignard de la voiture. Il se précipita avec une trentaine de petits frères à l'étage. Arrivé devant la clinique du marché noir, Reine Frère donne un coup de pied et défonce la porte. Vieux Neuf, sort pour mourir. Lorsque la foule entra dans la pièce, elle découvrit qu'il n'y avait personne. Ils se sont échappés. Triangle noir pointant vers la droite putain. Reine Frère, frustré, donne un coup de pied à la table du salon. Trouvez-le pour moi, il doit être dans les parages. Après avoir dit cela, Reine Frère se retourna pour partir. Mais il vit soudain la porte de la cuisine s'ouvrir. Le gars aux nouilles instantanées entra dans le salon, tenant un bol de nouilles fumantes. Les petits frères de Vieux Maléfique se regardèrent les uns les autres. Alors que des dizaines de personnes ici entraient pour se venger. Le gars aux nouilles a même l'audace de sortir. Yo, monsieur Reine, as-tu mangé? Aigou fait face à des dizaines de personnes sans changer de couleur. Il relève la table à thé renversée et s'assoit sur le canapé. Monsieur Reine, le visage livide, interroge. Et Vieux Neuf, où est-il? La bouche du pistolet de Monsieur Reine est pointée sur le front de Aigou. Ce dernier jette un coup d'œil au disciple affamé de Vieux Maléfique. Il fait la moue avec mépris et écarte le canon avec ses baguettes. En t'appelant, Monsieur Reine, tu te crois vraiment important. Allez, vas-y, n'hésite pas à tirer. Aigou frappe avec ses baguettes. Il sort une télécommande de derrière le canapé. Tout le monde regarde en l'air. Aigou crie et tout le monde lève instinctivement la tête. Il découvre 4 paquets de dynamite collés au plafond avec du ruban adhésif.
Le pouce de Haïgou est déjà posé sur le bouton de la télécommande. C'est juste 5 kilos de dynamite. La chance est bonne. La chance est mauvaise. Vieux Neuf a dit. Aujourd'hui, si l'un de vous sort par cette porte, je ferai exploser. Haïgou ne parle pas fort. Mais personne ici n'ose ne pas le croire. Les petits frères qui veulent s'enfuir furtivement restent figés sur place. Haïgou a un autre nom, chien fou. Ce gars est vraiment prêt à faire un acte suicidaire. Et Vieux Neuf? Monsieur Ren a le visage livide et les paumes pleines de sueur. Envoie un petit couple surveillé en bas. Vieux Neuf l'a reconnu d'un seul coup d'œil. Haïgou a un air moqueur de sarcasme. Par ce temps si froid, quel bon samaritain se tiendrait dans un espace ouvert face au vent froid? Monsieur Ren regarde nerveusement la télécommande de Haïgou. Voyant que Haïgou a déjà appuyé sur le bouton. Dès qu'il lâche prise, toute la pièce sera soulevée. Il abandonne à contre-cœur l'idée de prendre la télécommande. Monsieur Ren allume une cigarette. Insulta avec humeur. Si ce n'était pas pour une erreur de surveillance, nous ne serions pas aussi passifs. Que faire alors? Encore une fois. Tu crois que c'est un défi où tu peux utiliser des pièces de résurrection? Idog mange des nouilles sans lever la tête. Renge n'avait rien à dire en entendant cela. Renge a déplacé une chaise et s'est assis devant Idog pour le menacer. Vieux Maléfique a cette fois-ci engagé un éveilleur, le vieux. On va voir combien de temps vous allez encore sauter. Grand patron a été pris en embuscade. Les petits frères qui n'ont pas pu entrer dans la pièce à l'étage se sont dépêchés. Ils sont descendus rapidement pour faire rapport à Vieux Maléfique. Le visage de Vieux Maléfique a changé. Renge est entré dans la pièce sans tirer. Vieux Maléfique a déjà commencé à se sentir étrange. Un mauvais pressentiment a surgi dans son esprit. Merde. J'aurais dû écouter Aren et attendre que l'éveilleur soit en place avant d'agir. Vieux Maléfique dit cela tout en se retournant pour jeter un coup d'œil. Des pas discrets se font entendre. Vieux Maléfique a justement aperçu dans le rétroviseur. Un homme en imperméable noir s'approche rapidement. C'est Mad qui est Vieux Neuf. Vieux Maléfique est très surpris. Les autres petits frères sortent tous leurs armes et visent l'intrus. Ça va, Vieux Maléfique, mets ta tête pour attraper les balles. Face à une douzaine de jeunes qui descendaient pour donner l'alerte, Lao Ju a directement ouvert le feu. La lunette arrière de la fourgonnette où se trouvait la 11e a été directement brisée. Les deux parties se tirent dessus à plus de 30 mètres l'une de l'autre. Les balles fusent autour de Vieux Neuf. Elle le frôle mais il ne fait même pas l'effort de se cacher. La situation l'arrête. Vieux Maléfique presse le chauffeur d'accélérer tout temps, sortant son téléphone pour appeler quelqu'un. Et, quand tu arrives, bon sang, que est-ce qui se passe? J'arriverai ce soir, Fray. Une voix profonde et rauque se fait entendre au bout du fil. Est-ce que tu peux te dépêcher, s'il te plaît? Je me fais encercler. Vieux Maléfique a le visage triste, ses émotions sont complexes. L'homme au bout du fil écoute les coups de feu de Vieux Maléfique. Il prend la parole calmement. Si tu meurs, la compte ne sera pas remboursée. Putain, ton grand-père. Vieux Maléfique, furieux, raccroche le téléphone. Face à l'embuscade de Vieux Neuf. Un des petits frères de Vieux Maléfique tombe sur le champ. Les autres commencent à courir en se protégeant la tête. À la dernière minute, la voiture de Vieux Maléfique démarre en pleine fusillade. C'est précipité sur la route principale. Vieux Neuf, fusil à la main, est suivi de 7 ou 8 petits gars. A poursuivi la 11e sur plusieurs centaines de mètres. Il tire sur la camionnette de Vieux Maléfique, la rendant pleine de trous. Ce n'est qu'après cela qu'il s'arrête. Vieux Neuf sort son téléphone et compose directement le numéro de Vieux Maléfique. Allô. Vieux Maléfique parvient à s'échapper. Il crie furieusement au téléphone. Attends un peu. Insulté encore une fois. Crois-le ou non, je vais prendre un taxi pour venir te régler ton compte. Vous, putain de. La 11e a flanché. Rembourse-moi mes frais de munitions. Donne-moi un numéro de carte, envoie-moi 50 000. Vieux Maléfique a l'air d'entendre un conte de fées. Il a un visage incrédule. Tu veux m'attaquer et en plus me faire rembourser mes munitions? Il y a encore une vingtaine ou une trentaine de personnes enfermées dans ma chambre. Si tu ne me donnes pas d'argent, je ferai en sorte que le chien y les emmène tous. Vieux Maléfique, en entendant cela, grince des dents et raccroche. Après avoir attendu un bon moment, Vieux Maléfique n'a eu d'autre choix. Il prend son téléphone pour organiser un virement. Une bataille résolue en 10 minutes. Vieux Neuf rentre à la clinique, essoufflé. Voyant que Lao Ju était revenu sain et sauf, Frère Ren a deviné que la 11e avait échoué. Ça fait longtemps, monsieur Ren. Vieux Neuf, arrogant, fume une cigarette assis sur le canapé. 10 minutes plus tard, Vieux Maléfique fait le virement à l'ancien compte. Ce dernier est aussi fiable, demandant à son homme de. Après avoir posé l'arme par terre, il se dépêche de partir. Il laisse monsieur Ren en privé. Une fois que tout le monde est parti, monsieur Ren et Vieux Neuf s'asseyent ensemble. Les deux sont de vieux amis. Vieux Neuf sort une cigarette et la tend à monsieur Ren. Ce dernier ne prend pas la cigarette. Demande ce que tu veux. Vieux Maléfique a des tigres dans toute la rue, et je les ai abattus. Je ne comprends tout simplement pas. Même si on veut mettre fin à tout cela, ce n'est pas la peine d'être si pressé, non? Monsieur Ren alluma silencieusement une cigarette, pensant à tout cela. Il était l'homme de Vieux Maléfique, il ne pouvait pas le trahir. Mais s'il ne le recrache pas aujourd'hui, il sera difficile pour Lao Ju de le laisser partir. Monsieur Ren expira lourdement un soupir. Vous n'êtes que des parias, Vieux Maléfique a grimpé sur l'échelle sociale. L'autre partie a posé des conditions, ils veulent aussi vos vies. Pourquoi? Vieux Neuf ne comprenait pas du tout. Monsieur Ren affichait un air de honte. Parce qu'il y a 3 mois, toi et Petit Tigre Blanc avaient libéré un groupe d'enfants que le patron avait capturé.
Vieux Neuf se frappa le front en se rappelant. Ses enfants, une fois vendus, allaient subir des tortures inhumaines. Pour Petit Tigre Blanc et Vieux Neuf, qui avaient grandi dans les décharges. Pour Petit Tigre Blanc et Vieux Neuf. Ces enfants étaient leurs propres ombres. C'est pourquoi les deux firent demi-tour et ramenèrent les gens en ville. Monsieur Wren fumait silencieusement. Ces gens avaient beaucoup d'influence dans la ville. Ils n'ont pas besoin de sous-fifres comme vous. Puisque vous ne voulez pas vous compromettre, il faut vous éliminer. Compris? Monsieur Wren ne dit plus rien après cela. Il sait aussi que ses affaires sont sans conscience. As-tu déjà touché à ses affaires? Vieux Neuf demande en baissant la tête. Je ne touche pas à ce que je ne mange pas. Tu as une conscience et voilà le résultat, tu es écarté. C'est la réalité, mon frère. Frère Wren s'est défendu. J'ai une grande famille à nourrir. Combien de personnes vont mourir en un hiver? Je veux juste que ma femme et mes enfants vivent bien. Vieux Maléfique n'a plus l'esprit à l'écouter. Allons-y, Monsieur Wren. Monsieur Wren est stupéfait. Des coups de feu résonnent en bas, sans interruption. Accompagnés de gémissements de douleur. Le visage de Monsieur Wren a changé d'expression. Vieux Neuf n'avait absolument pas l'intention de les laisser partir. C'est en ville, tu tues autant de gens. Les deux côtés, le bien et le mal, veulent ta mort. Monsieur Wren dit cela pour sauver sa peau. Dehors, un chien est couvert de sang commun. Le roi du chaos est entré. Vieux Neuf. C'est fait. L'ancien a pointé en bas et a demandé. Il a laissé le chauffeur emmener le corps dans un endroit isolé pour l'enterrer. Le cœur de Monsieur Wren était comme de la cendre. Vieux Neuf a tendu une cigarette. Frère Wren, si votre enfant était enlevé de la ville, que feriez-vous? Monsieur Wren, qui parlait avec véhémence tout à l'heure, était maintenant silencieux. L'ancien a poussé un soupir. Idog a pris le pistolet. On a entendu un bruit sec. Le corps de Monsieur Wren a tremblé et le sang a coulé le long de son front. Après avoir terminé, les frères ont rapidement marché vers la fenêtre de la salle d'opération. Il y avait une corde attachée à la fenêtre. Tu étais suspendu à l'extérieur de la fenêtre. Vieux Neuf ne t'a pas du tout emmené. Petit Tigre a ouvert les yeux. Plusieurs frères ont crié avec surprise en te voyant ouvrir les yeux. À ce moment-là, tout le duvet de ton corps avait disparu. Identique à une personne normale. Quelques frères t'ont aidé à t'asseoir sur le lit. Vieux Neuf et toi vous vous regardez dans les yeux. Merci pour ton dur travail, mon pote. Tu parles d'une voix rauque en feignant d'être détendu, un sourire aux lèvres. Oiseau idiot. Vieux Neuf, un peu fier, se tourne en rougissant. Et je te dois tellement cette vie, que je ne pourrai jamais rembourser. Dans la prochaine vie, je continuerai à rembourser. Tu fixais le dos de Vieux Neuf. Ce dernier te tournait le dos en levant le majeur. Dans la prochaine vie, je resterai loin de toi, oiseau idiot. Ah, espèce de chien idiot, dans la prochaine vie. Même dans la vie suivante, je serai toujours ton frère. Tu as bondi et as sauté sur le dos de Vieux Neuf. Les frères se sont serrés les uns contre les autres, jouant et se chamaillant comme des enfants. Après un moment, tous les frères étaient assis par terre, essoufflés. Tu regardais Vieux Neuf avec sérieux. Nous avons perdu beaucoup de personnes. À ces mots, tout le monde est resté silencieux. Vieux Neuf, plein de culpabilité, a désigné les gens dans la pièce. D'une vingtaine de personnes, il ne reste maintenant que 12 d'entre nous. Après avoir écouté, tu sens juste une douleur au cœur. Je ferai en sorte que la 11e vous rende au centuple les blessures que vous avez subies. À ce moment-là, Vieux Maléfique était de retour dans son bureau. Tenant le téléphone, il s'efforçait d'expliquer à la personne au bout du fil. Après avoir raccroché, le visage de Vieux Maléfique était devenu livide. Petit Tigre Blanc presse l'éveillé. Fixe bien Vieux Neuf, il faut absolument le capturer demain. La 11e a ouvert la porte du bureau et a ordonné à ses hommes à l'extérieur. Oui, grand patron. Aujourd'hui, je t'emmène dans quelques maisons. Petit Tigre Blanc demande, désappointé. Le visage de Vieux Maléfique change. Il donne un coup de pied sans ménagement dans le ventre de l'autre. C'est quoi ce bordel? Aujourd'hui, je dors au bureau. Envoie plus de gens faire des patrouilles. Vieux Maléfique ferme la porte en jurant. Il sort un gilet pare-balles du coffre-fort et l'enfile. Petit Tigre Blanc se tient à la porte, mécontent, et crache une grosse claire. Il s'éloigne seul vers un coin désert. Grande sœur. Petit Tigre Blanc a appelé chez Vieux Maléfique. Grand frère ne rentrera pas aujourd'hui. Petit frère a murmuré en tenant son téléphone. Alors viens, j'attends à l'ancien endroit. Attends-moi, chérie. Petit Tigre Blanc a enfilé un gros manteau noir. Il a démarré la voiture et est parti seul vers l'extérieur de l'entrepôt. En passant devant le poste de garde à l'entrée, Petit Tigre Blanc a crié avec un visage abattu aux gardes. Soyez un peu malins, les gars. Je sors livrer des médicaments à ma sœur et surveiller le grand frère. Les petits frères ont baissé la tête en acquiesçant. La voiture a démarré et s'est éloignée rapidement. C'est bien d'avoir un grand frère. Petit Tigre Blanc chantonnait en allant livrer des médicaments à sa sœur. Allô, chérie, tu prends des médicaments aujourd'hui ou veux-tu que je les apporte? Petit Tigre Blanc tenait le volant d'une main. L'autre main tenait le téléphone avec un air dégoûtant. Que mangeais-tu? La moitié des gamins de Vieux Maléfique sont de ta part, dépêche-toi de venir. En entendant cela, Petit Tigre Blanc a pressé l'accélérateur avec satisfaction. Un freinage brutal. Petit Tigre Blanc regarde incrédule la scène devant lui. Ce n'est pas possible qu'il soit aussi limité. Petit Coon commence à trembler des jambes. La voiture s'est éteinte à ce moment précis. Le lampadaire défectueux clignote, Petit Tigre Blanc déglutit. 10 ombres noires se tiennent sous le lampadaire, rangées en ligne sous des imperméables. Après plusieurs essais, Petit Tigre Blanc a enfin réussi à démarrer la voiture. S'apprêtant à reculer, il réalise qu'il est à moins de 5 mètres.
d'un mégot de cigarette clignotant sur le bord de la route. La personne est repliée dans l'obscurité. Quand le mégot s'allume, on peut distinguer à peine une moitié de son visage. Avant que les lumières ne s'allument, Petit Tigre Blanc réalise. L'homme dans l'ombre fait un bond et sort de l'ombre sur 4 à 5 mètres. Sans attendre la réaction de Petit Tigre Blanc, il donne un coup de pied sur sa voiture. La petite voiture glisse sur la glace sur 2 mètres. Elle s'écrase contre le bord de la route et se renverse. Petit Tigre Blanc lève les yeux vers cette ombre noire. Elle tombe du ciel et s'écrase lourdement sur la voiture. Xiao Kui a été contusionné au nez et au visage. Il regarde avec peur celui qui se tient sur la porte du véhicule renversé. À travers la fenêtre, ton visage déterminé s'approche. Grand frère Tigre. Tu as brisé la vitre d'un coup de poing. Une main tenant de l'argent, l'autre tenant un couteau. Choisis l'un. Xiao Kui peut être le fidèle petit frère de la 11e, son cerveau n'est certainement pas vide. Il comprend instantanément ce que veut dire Petit Tigre Blanc. En même temps, il laisse échapper un soupir de soulagement. Grand frère Tigre, tu es toujours en vie. Petit Tigre Blanc dit avec feinte joie. J'ai eu tellement peur quand j'ai appris que vous aviez été exécuté. J'étais si triste. Un fusil de chasse est sorti par la fenêtre de la voiture. Cela a interrompu les tentatives de Petit Tigre Blanc de se rapprocher. Le visage froid et impitoyable de Vieux Neuf apparaît. Petit Tigre Blanc frissonne et n'ose pas continuer à parler. Tu fais signe à Petit Tigre Blanc depuis l'extérieur de la voiture. Ce dernier n'ose pas faire de mouvement sournois. Il sort honnêtement de la voiture, les mains sur la tête, à genoux sur le sol. Sans attendre que vous parliez, Xiao Kui a directement. Concernant la distribution des membres de Vieux Maléfique. Il ose même flirter avec la femme de Vieux Maléfique. Comment pourrait-on jouer sa vie pour Vieux Maléfique? Tu as demandé avec fermeté. Peux-tu distraire les gens? Les gardes à l'avant sont mes hommes, je peux les faire partir. Petit Tigre Blanc a assuré. Mais vous devez absolument éliminer Vieux Maléfique. Sinon, je serai fini. À ce moment-là, Vieux Maléfique était assis dans son bureau. Il regardait les caméras de surveillance, inquiet, et a demandé. Où est Petit Tigre Blanc? Grand frère Tigre est sorti pour des affaires. Un petit frère a répondu à travers la porte. Comment se préparent-ils, les gars de 100R? Les gars de 100 sont tous prêts. Le petit frère a répondu à voix haute depuis l'extérieur de la porte. Que font-ils en ce moment? Ils mangent de la fondue chinoise. Vieux Maléfique était furieux. Pas de petit frère à ses côtés juste avant la grande bataille. 100R, qui vient d'être promu, est en train de manger de la fondue. En pensant à cela, Vieux Maléfique s'est levé et a enfilé un épais manteau en coton. Il a rentré son cou, ouvert la porte et s'est dirigé vers l'entrepôt. Vieux Maléfique expira un nuage de vapeur et frotta ses mains engourdies. L'Oxier expira une bouffée de vapeur blanche en frottant ses mains engourdies. Il regarda vers la porte d'entrée en marchant sur la neige épaisse. Son corps se mit soudain à trembler. Le poste de garde qui aurait dû être occupé. Il n'y avait aucune ombre à l'emplacement. L'Oxier sortit instinctivement son arme. Il se dirigea vers l'entrepôt sous la protection de quelques protégés. Avec un bruit sourd. La grande porte de l'entrepôt fut violemment kickée par l'Oxier. 100R et son groupe étaient rassemblés autour du charbon en train de manger un hot pot. Les seuls avec qui l'Oxier pouvait encore se battre était ce groupe. Donc, même si l'Oxier était furieux, il n'osait pas s'en prendre à eux. Vous mangez? L'Oxier salua 100R avec un sourire sans joie. Ce dernier n'avait pas encore réalisé l'ampleur du problème. Il se leva négligemment pour accueillir l'Oxier. Frère, assieds-toi, il fait trop froid, prends quelque chose à manger. Ce soir, nous veillons toute la nuit, je ne laisserai pas Logi entrer. L'Oxier tira sur le coin de ses lèvres, Logi était déjà là. Les gens à l'entrée ont tous disparu. L'Oxier rappelle intentionnellement à 100R d'aller voir. 100R a l'air complètement perdu. Je ne sais pas, ce sont tous des hommes de Xiao Kui. L'Oxier secoue la tête en silence. Frère 100 devrait quand même envoyer des gens vérifier. Heureusement, un autre protégé de l'Oxier a pris la parole pour rappeler. Ce n'est qu'alors que 100R a réagi. Il crie à ses subordonnés. Dites à quelques-uns d'aller voir ce qui se passe. Juste à ce moment-là, le grondement de voiture se fait entendre à l'extérieur de l'entrepôt. L'Oxier et 100R échangent un regard perplexe. En plein hiver. Qui conduirait la nuit? 100R demande à 2 protégés d'aller voir ce qui se passe. On entend un fracas. Les 2 viennent à peine d'atteindre la porte de l'entrepôt. La porte de l'entrepôt est violemment enfoncée. 2 camions lourds foncent droit dans l'entrepôt. Les 2 pauvres frères de 100R sont projetés à plusieurs mètres. En voyant cela, l'Oxier sait que Logi est arrivé. La porte du camion lourd s'ouvre et Haïgou descend du véhicule. 100 a soulevé ses vêtements à la taille, révélant des explosifs enroulés autour de son torse. Les frères de 100R pointent instantanément leurs armes vers lui. Alors que les 2 parties sont en confrontation tendue. On entend des bruits de pas crissant sur la neige venant de l'extérieur. Tout le monde se tourne vers la direction du bruit. Toi et Logi apparaissez devant tout le monde. Derrière vous se tiennent plusieurs protégés. Au moment de te voir, l'Oxier ne peut s'empêcher de prendre une profonde inspiration. L'arrogance de 100R avait disparu à cet instant. Car tant que tu es là, tes frères ont un leader. La force de combat qui en résulte est extraordinaire. Devant des dizaines de personnes. Logi et toi vous avancez directement devant l'Oxier. Un protégé tire 2 chaises et les place devant la table. Tu t'assois avec fracas, les jambes croisées. Si tu n'oses pas tirer, ne pointe pas ton arme sur moi. Logi les mains dans les poches. Il lève le pied et donne un coup sans avertir vers 100R. Écartez-vous, mes frères sont ici. Tu n'as d'autre choix que de rester debout. Merde. 100R a perdu la face devant ses frères. Le canon est directement pointé sur la tête de Logi.
Vous avez légèrement levé les paupières et avez calmement pris 2 ensembles de bols et de baguettes sur la table. En donnant un jeu à Laojiu, Loji et toi commencez à manger calmement, ignorant complètement le canon pointé sur votre tête. Frère, je viens juste de sortir de prison et c'est comme ça que tu me accueilles. Tu ouvres la bouteille sur la table et te sers un verre plein pour Loji. Lao 11e savait que les choses ne se termineraient pas bien aujourd'hui. Mais il ne veut pas non plus perdre son autorité. Il fait signe à ses hommes de baisser les armes. Tigre, bienvenue à la maison. Loxier hésite longtemps, lève son verre et commence à parler. Je ne peux pas revenir en arrière. Loji, la tête baissée, continue à manger le hot pot. Frère, que pensent mes frères de toi? Bien. Loxier n'a pas nié. La moitié de la rue, c'est vous qui l'avez contrôlée. À part quelques petites choses. Loji et toi n'avez jamais fait de mal à Loxier. As-tu vu que Loxier ne se déclare pas? Il lève son verre. À ce verre. Je te fais honneur. Quoi qu'il en soit, tu as nourri mes frères pendant presque 10 ans. Même si Loxier vous a soutenu pour des intérêts personnels. Mais il est indéniable que sans Loxier, vous ne seriez peut-être plus là depuis longtemps. Une lueur de culpabilité a traversé les yeux de Loxier. Tigre, Loji, pour être honnête, je regrette. Les paroles de Loxier, on ne sait pas si elles sont vraies ou fausses. Mais dans ses yeux rouges, il parlait avec sincérité. Je ne voulais pas en arriver là. Je veux sortir. Donc, je dois accepter leur offre. Vous êtes ceux qu'ils ont spécifiquement désignés pour être éliminés. Loxier a dit cela avec des larmes aux yeux, à moitié vrai, à moitié faux. Une lueur de larmes scintillait encore. Tu veux sortir. Nous pouvons t'aider à te battre pour sortir. Tu ne veux pas me nuire. Alors, comment mon frère est-il mort? Tu sais très bien à quel point ton grand frère est hypocrite. En voyant ses propres paroles révélées, Loxier soupira et ne fit plus semblant. Ton frère ne reconnaît que toi. Quand Loji m'a tiré dessus, il n'a eu aucun scrupule à savoir que j'étais votre chef. Loxier devenait de plus en plus excité en parlant. Comme si toutes les fautes revenaient à toi et à Loji. Tigre, pars. Va te développer dans une autre ville. Considère que je t'ai fait du tort, d'accord? Loxier dit presque en suppliant, tout en lançant des coups d'œil vers la porte. Une ombre noire passa rapidement par la porte. En voyant cette silhouette, Loxier se sentit soudainement plus confiant. Sinon, je n'aurais d'autre choix que de te garder ici. Tu expires profondément. Si tu t'étais opposé à moi dès le départ, je peux supporter le fait que tu n'as pas tué mon frère. Mais maintenant que mon frère est mort, tu dois payer de ta vie. Sanwer vit que la situation devenait mauvaise. Il pointa directement son arme sur toi. Putain, tu penses vraiment qu'on a peur de toi? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas sortir. C'est ce que je dis. Loxier profita de l'attention de tout le monde détournée par Sanwer. Il saisit soudain le couteau sur la table et le planta dans ta poitrine. Un bruit métallique se fit entendre. Le couteau dans la main de Loxier heurta ton corps, mais ne réussit pas à percer. Éveillé. Loxier était abasourdi. Avant d'entrer en prison, tu étais une personne ordinaire. Comment es-tu soudainement devenu un éveillé? Il te planta 2 fois de plus. Après avoir confirmé que tu étais vraiment un éveillé. Loxier cria fort vers la porte. Ne vous mettez pas encore au travail. Sanwer ouvrit directement le feu. Les balles frappèrent ta poitrine. Mais finalement, elles ne pénétrèrent pas ton corps. Voyant que Sanwer voulait encore tirer, Loji réagit. On vit Loji saisir une marmite brûlante. Il couvrit directement la tête de Sanwer avec le pot chaud. Sanwer roula au sol en se tenant le visage avec douleur. Au même moment, tu saisis les cheveux de Loxier. La vie de mon frère. Tu dois payer. Merde. À l'appel surpris de Loxier, le petit tigre enfonce directement sa tête dans les braises. Allez-y, frappez. Loxier crie désespérément à l'aide. À ce moment-là, une poutre en acier de 2 mètres traverse. Un camion lourd se dirige droit vers ta nuque. Attention. Loji est un pas en avance. Il te pousse, mais se fait transpercer par la poutre. Il y a quelqu'un à la porte. Loji crie d'un ton autoritaire. Ouvrez le feu. Ne tirez pas sur ceux qui portent des explosifs. Sanwer n'oublie pas de rappeler à ses hommes. Les hommes de Sanwer traînent Sanwer derrière un abri avant de se risquer à tirer. Ton frère, lui, ouvre le feu dès que possible. Il n'a aucune peur des balles ennemies. 12 contre 50. Ton frère, sous la conduite de Haïgou, se tient sur place et tire sur l'adversaire. Où est-ce que tu te caches, espèce de lâche? Viens te battre en duel. Haïgou fait un grand saut et atterrit sur une caisse dans l'entrepôt comme un dieu descendu du ciel. Un homme maintient le feu sur l'adversaire. Ramène Loji à la voiture. Tu t'inquiètes pour la blessure de Loji. Attrape Loxier et les vélos. Loxier, nous sommes quittes. Non, non, non. Tigre, tigre. J'avais tort. On entend juste un clic. Tu fais tomber Loxier avec force tout en te soutenant sur un genou. Loxier a ainsi reçu son repas à emporter. À ce moment-là, Loji avait un grand trou dans la poitrine. Du sang s'échappait sans cesse de sa bouche. Tiens bon, Loji. Tes yeux sont rouges de désespoir, les larmes tournent dans tes yeux. Ne t'occupe pas de moi. Il y a des gens dehors. Maudit, Tuzel. Laisse-moi gérer les gens dans l'entrepôt. Loxier a terminé et t'a poussé directement. Il sort une arme de sa ceinture et sort du camion lourd. Bébé. Loji crie à plein poumon. Bébé comprend ce que veut dire Loji. Il prend la bouteille de gaz sur le sol et la lance sur l'ennemi. Loji tire avec précision et fait exploser la bouteille de gaz. L'explosion violente a détruit le couvert le plus proche de eux. Les 10 personnes qui ont suivi ont été immédiatement renvoyées. Dans l'entrepôt, on n'entend que les gémissements de douleur des hommes de Sanwer. La fumée s'est dissipée, une mer de feu a séparé les deux groupes. Loji en a encore un.
Bébé lève avec excitation une autre bouteille de gaz liquéfié. Un bruit perçant résonne à nouveau. Un autre tuyau en acier vole depuis l'extérieur de l'entrepôt. Cette fois, il transperce directement Bébé. La bouteille de gaz liquéfié roule dans les flammes. Bébé s'agenouille sur une genou. Perplexe, il se touche la poitrine. Nom de Dieu. 2 frères ont été blessés consécutivement. Tu saisis le couteau à désossé au sol et te précipites hors de l'entrepôt. Dans l'immense étendue de neige. Il n'y a aucune silhouette de l'autre côté. Mais après ton éveil, tu peux ressentir l'aura de l'autre, fugace, mais présente. L'autre est manifestement aussi un éveillé. Nom de Dieu, sors et combat en 1 contre 1. Tu te tiens à l'entrée de l'entrepôt. Aujourd'hui, je vais te tuer. Dans l'entrepôt, Logis traîne Bébé dans un abri. Sang et son groupe en ont profité pour maîtriser le camp de la Oju. Logis. Froid. Bébé tremble de tout son corps et se blottit dans les bras de Logis. Il se couvre la blessure avec ses doigts. Mais il découvre que ses doigts peuvent pénétrer à l'intérieur de son corps. Cela a traversé. Merde. Bébé respire lourdement. Son visage est déjà dépourvu de couleur. Logis, j'ai tellement froid. On dirait qu'on est de retour à ce jour-là. Logis regarde Bébé avec de grands yeux, mais se sent impuissant. Il ne peut que laisser les larmes couler. Frère. Je suis peut-être en train de mourir. Bébé regarde son frère avec regret. Tu ne vas pas mourir, ne t'inquiète pas. Rassure-toi, je vais t'emmener à l'hôpital. Logis serre fermement Bébé dans ses bras. Papa et maman ne me veulent pas. Logis, si je meurs, est-ce que je peux revenir à la vie pour vous retrouver? Ne faites pas semblant de ne pas me reconnaître. Bébé a la bouche pleine de sang et les yeux déjà embrumés. Merde, ne meurs pas. Aïgou supplie à haute voix. J'ai vu mes frères. Ils sont venus me chercher. Bébé sourit largement. C'est génial d'être frère avec vous. Bébé, déjà à bout de souffle, ouvre soudain les yeux en grand. Il pousse Logis et saute hors du couvert. Il se jette dans la mer de feu sous le regard ahuri de Sanher. Il attrape un bidon déjà incandescent. Bébé saute dans un abri en tenant le bidon de gaz liquéfié. Sanher et son groupe regardent, perplexes, Bébé sauter. Logis mène les frères à la survie. Ne venez pas trop tôt, les frères sont partis. Bébé sourit à Sanher d'un air provocateur. Sanher et les autres reprennent leurs esprits et se précipitent hors de l'abri. Avec un bruit de fracas. Bébé tire et fait exploser le bidon de gaz liquéfié. Le groupe de Sanher est entièrement englouti par la mer de feu. Dans la neige. Tu fais face seul à l'éveillé de l'autre côté. Dans les zones où la lumière du dépôt ne passe pas. Une silhouette se déplace rapidement. 3 tuyaux en acier volent hors de l'obscurité. Tu te dérobes comme un âne paresseux. Un vent violent s'abat. Soufflé par la tempête de neige, tu ne peux ouvrir les yeux. L'ennemi profite de ce moment pour jaillir de l'ombre. Mort. La lance dans la main de l'ennemi transperce ton épaule. À cet instant, tu finis par voir qui s'approche. Gamin, ne t'expose pas devant l'ennemi. L'homme dit d'une voix rauque. Dommage que tu n'aies pas eu l'occasion de te rattraper. Ton épaule gauche transpercée, tu ne ressens aucune douleur. Au contraire, un sourire de satisfaction malicieuse apparaît. Des griffes acérées frappent le visage de l'homme. Tu craches un jet de sang. Rappelle-toi d'utiliser cette colère pour te battre. Tu tires brutalement la lance de ton épaule. L'homme te regarde avec incrédulité. Impossible. Un éveillé transpercé par moi ne pourra plus riposter. En retirant ta chemise, tu constates que le sang sur ton épaule s'est arrêté. Ton pouvoir éveillé est de type renforcement. L'homme te regarde avec inquiétude. Qu'est-ce que ça signifie, renforcement? Viens. Aujourd'hui, tu ne me tueras pas. Je vais absolument te détruire. Vous, qui n'avez pas fait d'études, ne comprenez pas du tout ce que dit l'homme. Tu sais juste que tu dois tuer l'autre aujourd'hui. En entendant ces mots, l'homme attrape dans le vide. La lance au sol vole dans sa main. L'homme bondit, l'arme tremblant. Il fait apparaître plusieurs ombres de fusil. Cela empêche de déterminer où il veut frapper. En te voyant figé, l'homme éclate de rire. C'était bien un débutant. La lance te transperce à nouveau le ventre. L'homme te regarde avec satisfaction. Mais tu affiches également un sourire. Je ne sais pas comment un éveillé se bat. Mais je sais que tu n'es certainement pas aussi résistant que moi. Sans attendre que l'autre tire. Tu charges vers l'homme, arme en avant. Sans attendre que l'homme réagisse. Tu la grippes alors opportunément. Sale fils de pute, tu as touché mon frère. Vous avez crié de rage. L'homme a instinctivement voulu reculer. Mais la force de tes bras est incroyable. L'homme ne peut pas s'échapper pendant un moment. Ta tête s'écrase sur le visage de l'autre. Laisse-moi te montrer comment nous nous battons sur le sol. Tu frappes son visage à plusieurs reprises. Jusqu'à ce que la moitié de son visage soit en lambeaux. Pendant ce temps, l'homme ne reste pas inactif. Il te donne de violents coups sur le corps. Il ne va pas m'apprendre à me battre. Tu souris largement et mords son visage. L'homme a craqué. Dans un combat à mort entre éveillés, ce gamin peut encore mordre. Jusqu'à ce que tu déchires la moitié de son visage. L'homme réussit enfin à se libérer de toi. Mais cette fois, il n'ose pas attaquer à la légère. Ta blessure à l'abdomen se rétablit miraculeusement encore une fois. Allez, continue. Tu fais un signe de la main à l'autre. La moitié du visage de l'homme que tu as mordu semble terriblement hideuse. Je t'ai sous-estimé, Liangzi est en jeu. Si tu commences à te développer, je ne te laisserai certainement pas filer. Puisque c'est comme ça, je vais te raccompagner. L'homme range son mépris et sort à nouveau son arme de vie. C'est une technique de combat que j'ai achetée pour 200 000. Bien qu'une seule technique suffise pour te vaincre. L'homme prend une position stable, son arme de vie en main. Sa paume commence à tourner rapidement. Au fur et à mesure que la lance tournait de plus en plus vite, le ciel entier
Le vent et la neige commencent à se rassembler autour de la lance. Lance tournoyante. L'homme crie et pousse la pointe de sa lance vers toi. Tu retiens ta respiration. En tant que novice récemment devenu éveillé, tu ne sais absolument pas comment repousser une telle attaque. L'homme était extrêmement rapide, et la grosse perceuse est arrivée en un instant. Tu essaies de les éviter sur le côté. Mais tu réalises que tes jambes sont comme enracinées. Que se passe-t-il? Toi et l'homme restés tous les deux pétrifiés. Tu ne t'éloignes même pas. Au moment critique, une voix enfantine résonne dans ta tête. Que est-ce que tu caches? Déchet qui gaspille le sang de maman. Un rugissement bestial résonne à travers le ciel et la terre. La tempête de neige enveloppant l'arme de vie est dissipée. Un tigre à rayures argentées de 2 mètres de long et translucide a jailli de la neige à vos pieds. La lance, impassible, frappe la tête du tigre à rayures argentées. Sous le regard terrifié de l'homme, l'arme de vie se brise petit à petit. Les yeux du tigre à rayures argentées sont pleins de mépris. D'un coup de patte, il envoie l'homme voler à plusieurs mètres. Le tigre à rayures argentées rugit fièrement vers toi. Il bondit et s'écrase lourdement sur l'homme. Non, tu es de la classe des invoqueurs, tu me mens. L'homme pousse un cri de colère avant de mourir. Le tigre à rayures argentées mord et écrase la tête de son adversaire. Tu regardes, abasourdi, le tigre à rayures argentées devant toi. Pourquoi cette personne me paraît-elle si familière? En effet, le tigre à rayures argentées avance vers toi à travers le vent et la neige. Plus il avance, plus son corps devient petit. Finalement, il se transforme en un petit chat de la taille d'une main. La petite chatte a la queue bien haute. Comme un général victorieux rentrant chez lui. Elle s'approche arrogant de ton pied. Elle lève sa patte. Elle urine encore une fois sur ton pied. Toi et moi partageons un même corps. Vous possédez donc toutes les caractéristiques de la lignée de l'ancêtre démon. Entraînez-vous bien, et ne me laissez pas intervenir à chaque fois. Le petit tigre à rayures argentées se transforme fièrement en un souffle. Une lumière blanche pénètre dans ton corps. Frère tigre, frère J ne va pas bien. La bataille dans l'entrepôt est presque terminée. Logis est porté par plusieurs personnes hors de l'entrepôt. Le coup de l'éveiller tout à l'heure n'était pas du tout. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne ordinaire peut encaisser. Logis a tenu jusqu'à la fin du combat grâce à sa volonté. Sombre. Logis regarde faiblement le petit tigre blanc. Un sourire serein apparaît sur son visage. Devenir un éveillé, c'est impressionnant. Alors, je peux être tranquille. Là où j'ai déjà perdu BEI. Si Logis tombe encore, cela va presque faire chavirer tout le monde. Logis, comme toi, est la foi de ce groupe. À ce moment-là, Logis respire bruyamment. Il commence déjà à s'étouffer. Avec un bruit de pouf. Logis crache un jet de sang. Je t'emmène à l'hôpital, tiens bon, mon pote. Tu tiens Logis dans tes bras, le cœur déchiré. Je n'y vais plus, maudit soit-il. Ses organes internes sont tous broyés. Logis sourit amèrement en secouant la tête. Prends soin de tout le monde et reste en vie. Nous, les enfants de la décharge, ne sommes pas dans une situation facile. Le regard de Logis s'éteint progressivement. Les phares des gros camions de OFNG s'allument. Une dizaine de véhicules percutent simultanément le marché logistique. La barrière à l'entrée se précipite vers eux. Frère Tigre. Aïgou, les larmes aux yeux, supplie. Sauvez le frère J. En regardant le grand trou sur la poitrine de Logis, tu sais. Même l'envoyer à l'hôpital ne pourra rien y changer. Ce sang d'éveillé peut le sauver. La voix du petit tigre à rayures argentées résonne soudain dans ton esprit. Merde. Avec mon cerveau de cochon. Tu maudis en silence. Que est-ce qui se passe? Les autres frères te regardent avec des visages lugubres. Avec une solution pour sauver Logis, tu es de bonne humeur. Cependant, tu n'oses pas rester ici longtemps. Qui sait si les arrivants sont des ennemis ou des amis? Ce sang d'éveillé a été utilisé à l'époque avec une ligne. Accroché sur les dents, il est tombé dans le corps. Donc, il n'est pas tombé dans l'estomac comme les 3 autres. Les médecins n'ont naturellement rien trouvé lors de l'opération. Vous hésitiez encore à savoir s'il fallait le rendre à Monsieur Lee. Maintenant, il est parfait pour Logis. Après avoir dit cela, sans hésiter, tu sors le sang d'éveillé. Le sang d'éveillé goutte dans la bouche de Logis. Retraite. Juste avant l'arrivée de l'autre partie. Tu disparais dans le marché logistique sous la tempête de neige.